Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 208 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est l'hebdo du Basket Lab. Bon, alors lundi matin, tout va bien, j'espère pour vous. Bon ben voilà, même si on le sait, hein, c'est le lundi, c'est pas le jour où on s'amuse le plus peut-être. Bref, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, l'hebdo, donc notre hebdomadaire tactique et actu. On parle des infos de la semaine, on parle des affiches de la semaine. On a une partie focus aussi. On a les questions des auditeurs, pas mal de questions, n'hésitez pas à en envoyer. Et puis le quiz pour finir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec FD de QI Basket, bien sûr, que vous connaissez, qui fait partie de la rotation, bien entendu. Et également, pour vous préciser, l'enregistrement a été très long, donc c'était une grosse hebdo aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que, notamment, on a enregistré une partie sur Milwaukee et sur le licenciement de Adrian Griffin, sur lequel on est revenu un peu sur l'échec sportif, sur les raisons de ce licenciement, sur la situation de la défense, de l'attaque, tactiquement, qu'est-ce qui a bloqué, non tactiquement aussi d'un point de vue management, je veux dire, etc., etc. Et donc cette partie focus qui était dédiée à Adrian Griffin, je l'ai enlevé de l'hebdo et je l'ai publié, peut-être vous avez déjà vu, hier en tant que format à part entière. Donc voilà, c'est annoncé en tant que focus du jour, mais le podcast a déjà été publié hier, si ça vous intéresse. 20 minutes sur Adrian Griffin et sur les Milwaukee Bucks et sur le futur. Donc voilà. Et puis, comme d'habitude et comme tous les lundis pour l'hebdo, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, un like sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 14. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve ce lundi matin, comme tous les lundis matins, semaine numéro 14 de l'hebdo, hebdo tactique et actu. Et il est de retour, c'est FD qui est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, FD ? Ça va super, ça va mieux que la NBA. Je sais pas si t'as aussi si tu sens un peu ça dans l'atmosphère, que la hiérarchie commence à être établie, les bonnes équipes ont compris ce qu'il fallait faire pour être bonnes, les mauvaises équipes commencent à regarder plus à la loterie que à gagner des matchs. Donc ouais, on arrive un peu dans un creux, je pense, pour la saison, mais il n'empêche que on a eu, je trouve, une semaine malgré ce climat un peu décadent, avec plein de petits matchs sympas, quoi. Le Boston Denver pour commencer, la rivalité de Chet Wembanyama, un petit peu de bagarre du côté de Phoenix. Enfin voilà, une super semaine en NBA. Des échanges, des légendes qui se font échanger aussi. Oui. Kyle Lowry ou des joueurs comme ça. Mais oui, effectivement, on va en parler. Alors, je m'en veux parce que la dernière fois, j'avais demandé... Enfin non, j'avais pas demandé, c'est Azad qui avait improvisé une imitation de toi. Je sais pas si tu avais entendu. Je m'en veux de pas t'avoir lancé en tant que Azad et t'aurais pu, toi aussi, imiter Azad à ton tour et lui rendre l'appareil. Ah là là, occasion manquée. Je vais essayer d'imiter son rire à un moment dans le podcast. Je vais essayer. Ouais, au pire, au montage, je rajouterai le cri d'une hyène ou d'une porte qui grince et ça fera l'affaire pour imiter son rire. Bref, donc FD qui est là, puisque oui, la rotation est un peu perturbée depuis quelques temps, vu que voilà, il y a eu les vacances de Noël et vous étiez pas là. Et cette fois, c'est Azad qui est parti. Il est aux États-Unis là, normalement au moment où nous, ce podcast est publié. Il va aller, j'allais dire, il va voir son idole. Non, parce qu'il voulait aller voir le Boston-Memphis pour voir Marcus Smart. Il ne pourra pas. Mais toi, ça me permet aussi de transition. Toi, tu es déjà parti à New York et déjà parti aux États-Unis. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ton idole ? Puis en plus, c'était la semaine de ton idole. Je sais pas si tu as vu l'anniversaire des 10 ans de la performance de ton idole. Là. Ouais, c'était la semaine de Carmelo Anthony. Alors, Carmelo Anthony, j'ai eu la chance de le voir pour la petite histoire quand je vivais à Washington. Ouais. En fait, j'étais à Syracuse, à l'université de Syracuse. En Italie ? Ouais, du côté de New York, pas Syracuse. D'accord.
La vraie fac des Oranges, quoi. Pas le Syracuse en Italie, quoi. T'étais vraiment dans la fac des Oranges. Voilà. Et donc j'avais hâte d'être aux États-Unis l'année où et voir Carmelo Anthony en vrai. C'était évidemment la saison où il commence avec les Rockets et se fait couper très rapidement dans la saison. Donc je me suis dit, ça y est, je suis orphelin, je ne pourrais pas regarder Carmelo Anthony en heure locale. Et ensuite, quand il a signé aux Timberwolves, je suis tout de suite allé sur Ticketmaster, SeatGeek et tout ça pour trouver quand est-ce qu'il venait jouer côté côte est. Et donc je l'ai vu à Washington. Aux Blazers, tu veux dire, non? Pas aux Timberwolves. Blazers. Pardon, oui, à Portland, ouais. Et donc je l'ai vu jouer à Washington, et Carmelo Anthony à domicile, puisqu'il vient de Baltimore, juste à côté de Washington, donc toute la salle était pour lui. Donc voilà, j'ai vu Carmelo Anthony dans la vraie vie, j'ai vu mon idole. Donc voilà, FD, bien sûr, vous connaissez de QI Basket, bien sûr, je ne précise même plus. FD, fan des Knicks aussi, peut-être vous comprendrez pourquoi. Quoique non, t'étais fan de Carmelo avant les Knicks, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai fait le bandwagon. J'étais fan de Carmelo Anthony, donc par extension des Nuggets. J'ai pris l'avion avec lui en 2010, et depuis, je suis resté à New York. T'as croisé dans l'avion Timofey Mozgov et Raymond Felton qui allaient dans l'autre sens, c'est ça? C'est ça, Wilson Chandler, Danilo Gallinari, tout ça, quoi. Gallinari, ouais, tout ça. Tout ce beau monde. Ça nous rajeunit pas. Bref, donc l'hebdo, vous connaissez l'hebdomadaire tous les lundis matins, l'hebdo du Basket Lab, les infos de la semaine, les affiches de la semaine, on va parler tactique, les gros matchs qu'on a vus, l'instant focus qui va être aujourd'hui sur les Milwaukee Bucks, on va en reparler, les questions auditeurs, bien entendu, et puis le quiz pour terminer. Le quiz où je crois que tu es définitivement largué, hein. Je crois qu'on est à mi-saison, FD ça va être compliqué de remonter, mais j'y crois. T'as oublié le scouting, hein. Le scouting il est spécial pour Tom. Un petit scouting, oui. C'est la semaine FD dans l'hebdo, donc c'est la semaine où on va parler de quoi? On va parler des Hornets contre les Pistons, on va parler de Portland contre Washington. C'est ça. FD spécialisé des équipes nulles, parce qu'il y a des jeunes, bien sûr. Bref, donc voilà le programme. On peut y aller tout de suite, si tu veux bien. Les infos de la semaine, donc on peut commencer par là. Adrian Griffin a été viré, donc le coach des Milwaukee Bucks viré cette semaine. On en avait discuté déjà longuement et maintes fois sur l'hebdo du Basket Lab de cette situation. Ça y est, c'est tombé cette semaine. Donc Adrian Griffin n'est plus le coach des Milwaukee Bucks et on a aussi appris qu'il a été remplacé par Doc Rivers. Ça s'est fait très rapidement, mine de rien. Doc Rivers qui avait première fois depuis plus de 20 ans, je crois, ou quasiment 20 ans, qu'il ne démarrait pas une saison NBA en tant que coach, qui s'était fait sa place tranquillement sur ESPN. Il était analyste principal des matchs, tu sais, sur ESPN dans le booth principal. Il était même sur The Ringer, il faisait ses podcasts, etc. Et non, du jour au lendemain, il est revenu pour un contrat de 40 millions qui va jusqu'en 2027, donc 24, 25, 26, 27 sur 4 ans, si je dis pas de bêtises. FD, réaction à tout ça? Surprise, on en avait parlé ici. Moi, je pensais pas qu'ils allaient pull the trigger. Je pensais pas qu'ils allaient oser se séparer d'Adrian Griffin. Je pensais qu'ils allaient garder la stabilité et puis voilà, peut-être promouvoir en interne un assistant pour prendre le relais. Mais en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que on a appris du coup que Doc Rivers avait été recruté plus tôt dans la saison, quoi, en tant que consultant interne. Et je pense que voilà, Adrian Griffin, il a dû le sentir venir, que quand tu vas chercher des coachs vétérans pour te consulter et pour te conseiller, ça sent pas très bon pour ton poste. Au Bucks, tu veux dire, il avait été consultant au Bucks plus tôt dans la saison? C'est ce que j'ai cru. Ouais, c'est ce que j'ai cru lire. Ouais, D'accord, ok. Ils avaient demandé quelques services de consulting. Et puis un autre coach viré aussi, 14 semaines, et là, de la même semaine, FD. Un autre coach viré, c'est Wes Unseld Jr., dont d'ailleurs le papa est le fameux Wes Unseld, si vous posez la question. Mais Wes Unseld Jr. Viré de Washington, et en plus un move particulier, parce que il est viré pour passer dans les bureaux. En fait, il monte à l'étage, tu sais, il passe dans le front office. Donc voilà, côté Washington, bon, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais de toute façon, on était dans une saison un peu compliquée. Et en plus, on a vu un changement de front office entre-temps, après que lui ait été embauché. Donc ça paraît assez logique, mine de rien. Tu m'arrêtes si tu as envie de rebondir sur Washington. Mais sinon, l'autre actu énorme de cette semaine, c'est le trade, le blockbuster trade qu'on a eu entre Kyle Lowry et Terry Rozier. Qu'est-ce qu'on pense de ça aussi? Pas grand-chose. Moi, j'ai pas trop suivi la dernière année là de Kyle Lowry. Fabuleux. Ni Terry Rozier. Fabuleux. Oui, mais je sens une pointe de subjectivité quand même. Après, bon, j'ai regardé les 2 premiers matchs là de Terry Rozier à Miami, c'est pas formidable. Bon, on va pas juger sur 2 matchs, mais c'est vrai qu'il y a quand même une dizaine d'années de sa carrière, du même acabit.
Donc non, je pense pas que ce soit un move qui va vraiment changer quelque chose pour Miami. Disons que le move, je pense, est aussi financier, vu que Kyle Lowry était free agent, et qu'en plus, les fans de Miami à qui j'ai parlé me disaient que ça se passait plus forcément très bien parce qu'il avait un peu perdu son statut depuis quelques temps. Mais voilà, fin de contrat énorme qui n'avait plus le rendement offensif notamment de son contrat énorme, donc la logique est là. Ce qui me dérange un peu dans ce move, c'est que se séparer de Kyle Lowry, ok. Si je mets un peu ma subjectivité un peu de côté. Mais non, moi ce qui me dérange un peu, c'est de le faire pour Terry Rozier, que je trouve un joueur largement imparfait. Et tu vois, il y a beaucoup plus d'autres opportunités que j'aurais préféré prendre en fait pour Miami. Donc je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un D'Angelo Russell peut-être, ou même des gens de Temeré ou des joueurs comme ça. J'avoue que bon, Terry Rozier, on va dire qu'il y a plutôt un pari, formulons-le comme ça. Donc voilà pour cet échange. D'ailleurs, il semblerait aussi que Miami pourrait continuer à bouger, puisque ils sont pas loin de la luxury tax, et donc potentiellement ils pourraient essayer de redescendre là-dessous, et donc se séparer de quelques éléments pour ne plus avoir à payer la taxe, puisque en plus, comme tu le sais, il y a aussi avec les nouvelles règles du CBA, tout le monde ne peut plus signer Kyle Lowry aussi. C'est un élément assez important, ça. Pourquoi c'est avec les tax apron, c'est ça le... C'est ça, ouais, parce que y aurait potentiellement un buyout, on devine alors. Pas forcément. Tom de Dunkebdo me disait que peut-être les Sixers, par exemple, pourraient le prendre avec ses 29 millions. Mais en tout cas, s'il y a un buyout, les nouvelles règles font que les équipes, vous savez, il y a les fameux apron. Donc le premier apron et le deuxième apron, en gros, c'est à quel point tu dépasses la taxe, le budget salarial commun, on va dire. Et du coup, plus tu le dépasses, plus tu as des règles strictes, évidemment, pour que tout soit un peu équitable. Et donc, notamment, il y a pas mal de contenders qui sont déjà dans une situation où, si Kyle Lowry, Charlotte n'arrive pas à le re-échanger, Kyle Lowry pourrait évidemment être racheté, son contrat, et donc ensuite signé ailleurs où il veut, sauf que nous avons des Golden State pour l'instant, des Clippers, des Boston, des Phoenix, des Milwaukee, des Denver, qui eux, comme ils ont déjà trop d'argent, ils ne pourraient pas le re-signer. Donc, c'est le hard cap, c'est ça, hein, quand t'as fait le deuxième apron, t'es hard capé, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, le deuxième apron, c'est effectivement le plus compliqué. Mais en fait, il suffit que tu sois dans le premier apron pour que en fait, tu aies des règles où tu n'as pas le droit de re-signer en buyout quelqu'un qui avait un contrat énorme avant. Tu peux re-signer quand tu es dans le premier apron. Tu peux re-signer quelqu'un qui a été racheté, mais qui avait un contrat en dessous de 12 millions, grosso modo. Mais comme Kyle Lowry, c'est un contrat énorme, voilà, tu as des règles un peu comme ça, donc ce genre de contender, Warriors, est-ce que les Warriors sont un contender? Je ne sais pas. Mais Warriors, Clippers, Boston, Phoenix, Milwaukee, Denver, pour l'instant, ne peuvent pas le re-signer. Et Miami non plus ne peut pas le re-signer, bien sûr. Ça, vous vous en doutez. Mais est-ce que toi, FD, tu te souviens de pourquoi est-ce que Miami, pourquoi l'équipe qui échange un joueur ne peut pas le re-signer ensuite? Tu te souviens de l'anecdote ou pas? Est-ce qu'il y avait eu un montage financier, quelqu'un qui avait fait ça? Il y a eu quelqu'un qui avait fait ça, en effet. Ah, j'ai pas le... Non, je l'ai pas. Eh bien, est-ce que ça te parle à Cleveland, Ilgauskas? Alors le joueur, oui, le joueur, ouais. Et le move, c'était quand? C'était là. Ah ben voilà, la règle vient de lui. C'est Cleveland, donc la dernière année de LeBron James en 2010, avant son départ, qui en fait échange Ilgauskas contre Antoine Jamison, donc des Wizards, qui était encore un joueur pas mal pour le coup. Et sauf qu'ensuite, Ilgauskas, il y a buyout chez les Wizards, et ensuite il revient signer chez les Cavaliers. Et voilà, il fait. Donc en gros, Cleveland a échangé un joueur pour en avoir un autre, et puis a récupéré derrière le deuxième, enfin celui qu'eux-mêmes ils avaient échangé. Donc depuis là, il y a la règle Ilgauskas qui fait que, enfin je sais pas si elle s'appelle comme ça, mais en gros, t'as plus le droit de re-signer les joueurs, évidemment. Sinon c'est trop facile, on est d'accord. Bref, voilà pour cet échange, on va pas non plus développer trop, et je pense qu'on redéveloppera sur plus globalement sur les autres moves de la trade deadline qui arrive bientôt. La trade deadline, c'est le 8 février, si je ne dis pas de bêtises, jeudi dans 10 jours, donc à peu près un peu moins de 2 semaines. Et en parlant de ça, FD, Zach LaVine, de nouveau de retour à l'infirmerie pour à peu près 1 ou 2 semaines. Que se passe-t-il dans 2 semaines, FD? Comme par hasard, la trade deadline. C'est la trade deadline. Bon, ne soyez pas mauvaise langue, tout de même. Il faudrait que tu fasses un podcast là-dessus où tu parles un petit peu des agents, Zach LaVine. Peut-être, ouais. Pourrait, Ça peut s'envisager. Bref, oui, Bruce Brown aussi, tant qu'on est un peu sur la trade deadline. Bruce Brown pourrait de nouveau être sur le marché, nous annonce Mark Stein, le très sérieux Mark Stein. Bon, on s'en doutait un peu, j'avais un peu développé d'ailleurs les possibilités de trade, si ça vous intéresse, dans le podcast sur Siakam, le trade de Siakam, donc je peux vous renvoyer vers toutes les possibilités, mais
je t'en parle aussi parce que lui a déclaré qu'il voulait jouer pour Tom Thibodeau. Ça, c'est quand même assez dément, quoi. Le joueur annonce lui-même, je veux être échangé là-bas, quoi. Ouais, mais apparemment, il y a un intérêt réciproque, hein, puisque les Knicks revenaient un petit peu dans les rumeurs. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les Knicks ont réellement besoin d'un profil un peu similaire à ce qu'ils ont aujourd'hui avec Josh Hart? C'est vrai. Je pense pas que ce soit vraiment le profil à aller chercher du côté des Knicks. Après, bon, si c'est un swap avec Josh Hart, je pense que je le prends parce que c'est quand même une upgrade, quoi. Le prix, ce serait un tour de draft et un jeune. Donc, a priori, les Knicks, s'ils veulent, ils peuvent mettre un tour de draft et Quentin Grimes, malheureusement. Oui, malheureusement. Pour les fans des Knicks. Malheureusement, ouais. Mais ça pourrait être le tarif, en tout cas. Voilà, Bruce Brown qui va être, je pense, un des acteurs de la trade deadline. Tiens, toujours en parlant de rumeurs de New York, Brogdon aussi, apparemment, les Knicks seraient sur Brogdon, ce qui pourrait se comprendre un peu plus, parce qu'avec Brogdon, il y a plus ce côté porteur de balle qu'avec Bruce Brown, hein, finalement. Ouais, ce côté création qui est parti à Toronto avec Emmanuel Quickley, ouais. C'est ça, tout à fait. Tiens, aussi dans les rumeurs, Dejounte Murray intéresse Milwaukee. Alors là, j'ai pas compris. La semaine de Milwaukee, j'ai un peu bizarre. Mais il paraît que Milwaukee est très intéressé par Dejounte Murray et aussi qu'il y a des discussions assez sérieuses avec les Lakers. Donc ça chauffe côté Dejounte Murray. On ne sait pas où il va atterrir, mais il va atterrir. Le problème dans l'échange avec les Lakers, apparemment, c'est que les Hawks ne voudraient pas de D'Angelo Russell. Donc il faudrait trouver une troisième équipe. Mais voilà, je sais pas, je sais pas où est-ce que j'aimerais bien le voir, Dejounte Murray. J'avoue que Milwaukee ou Lakers, je suis pas fan dans les deux cas du fit, en fait. Bah, on en revient à ce qu'on disait la dernière fois qu'on a parlé des Hawks, là, lors du dernier hebdo avec moi. On parle de quel Dejounte Murray? Est-ce qu'on parle de, aujourd'hui, le défenseur moyen, voire en dessous de la moyenne, et un attaquant inefficace? Ou bien on revient au Dejounte Murray un peu plus jeune, où pour le coup, on avait un défenseur au point d'attaque de très bon niveau. Ouais. Et une attaque un petit peu plus propre que ce qu'on a aujourd'hui. Si on prend la défense au point d'attaque, ça me dérangerait pas de le voir à Milwaukee parce qu'on en a assez parlé, hein, mais il leur manque ce défenseur dans le premier rideau. Donc si c'est pour retrouver un rôle un peu plus défensif, moi du côté de Milwaukee, ça me dérangerait pas forcément. Est-ce que juste pour cette défense de premier rideau, il n'y a pas moins cher que Dejounte Murray, ah, ça c'est sûr. qui en plus du coup est un mauvais fit en tant que joueur sans ballon, à côté de Lillard ou Giannis, ou alors à côté de LeBron et Anthony Davis. Moi c'est un peu ça ma limite, hein. Ouais, mais voilà, apparemment beaucoup de monde est très chaud. D'ailleurs les Knicks aussi étaient très chauds sur Dejounte Murray d'après certaines rumeurs, je sais pas si elles sont vraies, mais voilà, pour Dejounte Murray qui devrait bouger aussi. Miles Bridges aussi dans les rumeurs intéresse les Suns, apparemment. Autre rumeur, Détroit qui pourrait être intéressé par Zach LaVine et Dejounte Murray également. Donc apparemment Détroit voudrait de la compétence. Alors ça. Peut-être Monty Williams, je ne sais pas. ouais. Histoire de plus faire jouer Jana Heavy, peut-être. C'est ça. Ça l'arrangerait. Dallas aussi serait sur Kyle Kuzma. Bon, ok. Tant mieux. Je suis pas fan non plus. On verra bien. Passons un peu la rubrique rumeur. Les votes du All-Star Game. Tiens, FD, toi, je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu suis le All-Star Game, toi? Non, je regarde pas. Aïe. Je regarde pas. Après, les votes restent quand même. Ouais, non, j'ai pas envie de dire que c'est intéressant, mais. Non, c'est pas. Non, ça l'est pas. Ça reflète, en tout cas, une certaine vérité du moment, en tout cas. Peut-être pas la vérité sportive, mais la vérité, ça prend le pouls en tout cas. Et donc Curry qui ne sera pas titulaire pour la première fois depuis 2014. Et oui, notamment parce que les joueurs ont beaucoup voté pour SGA, ok, pour Luka Doncic, ok, et pour Anthony Edwards, pas de commentaire. LeBron James aussi, 20e sélection au All-Star Game pour LeBron. On vient d'avoir donc les résultats et donc c'est le record. Officiellement, c'est le record du plus grand nombre de participations au All-Star Game. Donc la dernière fois qu'il n'a pas été All-Star, c'était en son année rookie du coup. Donc ça fait quand même un petit moment. Ça fait une vingtaine d'années quoi. Il y a d'ailleurs des joueurs NBA qui n'étaient pas nés à ce moment-là. Ouais. C'est l'année où il finit deuxième au Rookie of the Year, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. La liste aussi de Team USA est sortie. 41 noms pour Team USA pour les JO. Il y a dans la liste, hein, tu me dis si t'es choqué ou pas, mais j'ai lu des Bobby Portis, des Cam Johnson, des Alex Caruso ou Walker Kessler. Hein, Walker Kessler et Caruso qui sont à 20 minutes par match en NBA. Bon, tout va bien, hein, côté américain. Toujours certaines surprises. Bah, c'est les trois, tu me dis si je dis une bêtise, mais ils étaient à la dernière Coupe du Monde. Il me semble, ouais. Donc il y a cet aspect quand même loyauté où t'as envie de récompenser, au moins en les invitant au centre d'entraînement, les gens qui viennent quand même quand les stars ont pas envie de venir. Donc c'est vrai. Pour ce côté-là, je peux comprendre.
Après, ça paraît tellement une anomalie, quoi. C'est comme si, je sais pas, pour une Coupe du Monde, il y avait Kenneth Farid dans le roster de la Coupe du Monde des États-Unis, quoi. Tu vois, ce serait insensé, quoi. Ça pourrait pas arriver, ça. Ce genre de choses. Ou Mason Plumlee, pivot titulaire. De quoi? C'était quoi? C'est les JO de 2016, non? Ouais, Mason Plumlee. Il y a une année où il y a Plumlee titulaire au poste 5. Je crois que le roster de la Coupe du Monde 2010 aussi est pas mal. Avec des jeunes, mais alors avec des Rudiger ou des trucs comme ça aussi. C'était sympa. Tiens, on en a parlé un peu en intro. L'anniversaire des 10 ans des 62 points de Carmelo Anthony. Est-ce que tu suivais la NBA déjà à ce moment-là? Tu l'as vécu, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, je me rappelle. Moment très fort. En plus, non, pour le coup, je me moque pas parce que souvent il y a des performances un peu dans le vide. On va pas dire de nom pour cette semaine. Non, mais à l'époque, les Hornets, enfin les Bobcats. Dernière année des Bobcats. Ouais. C'était une top 5 défense de NBA et avec en plus par-dessus MKG qui était un des meilleurs défenseurs de NBA aussi, quoi. Donc hyper bonne performance. Voilà, on a fêté les 10 ans. Ça me paraît il y a longtemps parce que 10 ans, ça fait beaucoup, quoi, quand même. Et pourtant, je me souviens l'avoir vécu. Mais bref, tiens aussi, Tristan Thompson, news un peu importante. Tristan Thompson, suspendu pour 25 matchs, alors qu'il s'était fait un peu sa place dans la rotation des Cavaliers avec la blessure de Mobley. Suspendu pour, je crois qu'il a pris des substances qui n'étaient pas autorisées. Alors, je sais pas exactement si c'est dopage ou quoi, ou ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, la suspension est tombée. Udonis Haslem qui a déclaré dans un podcast que excuse-moi, on s'en fiche de ce qu'a dit Udonis Haslem dans un podcast. Voilà. Pas besoin de le faire toutes les semaines, le Udonis Haslem en news. non, et puis non, pardon, oui, pour finir, donc oui, on a Sengun qui se compare à Nikola Jokic. Effectivement, il dit qu'il joue un peu comme Jokic, donc mine de rien, tout de même quelques comparaisons entre les deux. Il a déclaré dans le podcast de JJ Redick. Oui, non, je dis ça parce qu'il y a les podcasts en ce moment. Si vous aimez bien, il y a le podcast de Paul George, surtout. Il est passé aussi sur celui de Paul George qui est très sympa. Si ça vous dit, c'est un des meilleurs, celui de Paul George, je trouve, parmi les podcasts de joueurs. Donc voilà, Sengun qui se compare lui-même à Jokic, donc qui dit qu'il joue un peu comme lui, mine de rien. 2-3 ressemblances. Et puis la dernière news, la news ESPN. Je sais pas si toi tu regardes les matchs avec le son ou pas des commentaires, mais apparemment il n'y aura pas de retour de Jeff Van Gundy et Mark Jackson malgré le départ de Doc Rivers. Voilà, c'était un peu la news. C'est qu'a priori on se dirige vers ils étaient à 3 sur ce début de saison avec Doris Burke et Mike Breen et Doc Rivers. Il n'y aura pas de retour de Jeff Van Gundy et Mark Jackson. On va rester à 2. Par contre, moi, j'adore Jeff Van Gundy. Autant Mark Jackson moins, mais j'adore Jeff Van Gundy. Ah voilà, tu vois, comme quoi, on est fait pour s'entendre parce que je pense exactement la même chose. Donc on peut passer aux affiches de la semaine pour parler un peu de tactique, un peu mine de rien. Et tu voulais notamment attaquer avec le Phoenix Chicago de cette semaine. Ça tombe bien parce que on nous a demandé la semaine dernière de parler des Suns et donc tu as noté ça dans ton calepin. Ouais. Tu regardais les Suns contre Chicago et tu avais plein de choses à nous dire. Ouais, Guillaume, j'ai peur. J'ai peur parce que je crois que je commence à aimer Phoenix. Je crois que je commence à y croire. Et ça me fait peur parce que je sais qu'il faudrait pas que c'est pas raisonnable, mais je commence à y croire. Pourquoi en fait, je trouve que ça fait partie des équipes qui ne peuvent pas encore se reposer sur leurs acquis. Donc à chaque fois que tu regardes un match de Phoenix, tu vois en temps réel leurs tentatives de développer des choses, de mettre en place des nouveaux systèmes, de mettre en place des nouveaux principes. Et donc je trouve ça super intéressant. Toi qui as aussi vu le match contre Dallas, t'as vu que une de leurs premières attaques, ça finit par une balle perdue, mais c'est de donner la balle à Nurkic au poste haut, et en fait d'utiliser soit Bradley Beal, soit Devin Booker, faire poser Bradley Beal ou Devin Booker un écran sur Devin Booker ou Bradley Beal, un des deux, pour utiliser leur gravité, et puis voilà, des espèces de flex cut, donc soit des écrans sortants pour des tirs à 3 points, soit des écrans entrants pour aller au cercle, avec la qualité de passe de Yusuf Nurkic. Donc on voit qu'il y a des jeux à 2, des jeux à 3 qui se développent, et vu la qualité des joueurs, Beal, Booker ou Durant,
Je trouve ça super encourageant. Il y a encore tout. Un peu d'ailleurs comme ce qu'ils font à Denver, hein, le fameux jeu à 3 là, où il y a en tête de raquette Jokic et puis Murray et Aaron Gordon qui font des cuts dans un sens, dans l'autre, ou alors qui combinent à 2, à 3, etc. Et là, effectivement, il y a pas mal de sets comme ça en tête de raquette avec Nurkic qui est pas Jokic, mais qui est un passeur totalement fonctionnel au poste haut, quoi. Ouais, ça fonctionne contre beaucoup d'équipes, sauf celles qui ont OG Anunoby dans leur équipe, on en parlera après. Mais sinon, bon, le plus flagrant quand on regarde ce match, c'est le double jeu de ciblage de Jusuf Nurkic et de Nikola Vucevic, qui défendaient l'un sur l'autre. Ouais. Et au début du match, 95% des possessions, c'est les Bulls qui ciblent Nurkic et les Suns qui ciblent Vucevic. Ouais. Donc t'avais un peu cette espèce de jeu en miroir, et notamment qui a pu en profiter magnifiquement de Jusuf Nurkic, c'est Coby White. Coby White que j'avais pas beaucoup vu cette année, et je trouve la progression stellaire par rapport à ce qu'on a vu sur ces 2-3 premières années. Il y a le pull-up à 3 points qui est en train de se développer, et on a assez parlé, je pense, à quel point le pull-up à 3 points débloquait des choses pour les jeunes extérieurs. Mais au-delà de ça, je le trouve beaucoup plus patient sur les pick and roll. Tu sens que le jeu s'est un petit peu ralenti pour lui. La finition au cercle est en progrès. Il est autour des 60% de réussite au cercle là, cette année. Il est à 64% de réussite au cercle, ce qui est bien plus haut que ce qu'il avait fait plus tôt dans sa carrière. Et puis la qualité de passing qui augmente aussi, ce qui me force à te poser une question. Imagine que nous sommes de retour en 2019, Guillaume. Qui tu choisirais, alors avec les informations qu'on a à l'heure actuelle, hein, qui tu choisirais entre un petit meneur chétif qui a pas beaucoup joué à Vanderbilt parce qu'il était blessé, et un joueur qui est sorti de high school avec une énorme hype et qui fait une saison un peu en demi-teinte à UNC. Donc je relance le débat. Aujourd'hui, Coby White ou Darius Garland? Attends, tu me demandes, est-ce que à l'époque je préférais l'un ou l'autre, ou est-ce que actuellement tu dis que Coby White est au niveau, voire même au niveau de Garland ou pas? Bah moi je pense justement que autant Darius Garland a été largement meilleur sur leur début en NBA. Je pense maintenant que la question peut commencer à se poser, parce que Garland a une saison un peu moins bien, et parce que Coby White est en train vraiment pour moi de prendre une toute autre ampleur. Donc pour moi la question commence à se poser là où elle se posait pas du tout sur les 3 dernières saisons. Alors je peux te répondre. À l'époque draft 2019 je suivais encore. J'avais vu 20-25 matchs de Coby White, découpés, analysés, etc. Bon, j'avais pas eu le temps de faire une vidéo, mais je l'avais bien vu. J'étais très fan de Coby White. Mais j'avais aussi sous-estimé pas mal de faiblesses. Notamment, j'étais encore à l'époque où je pensais que le pull-up à 3 points était un peu le truc ultime, alors que, en fait, le drive est vachement important. Et pour moi, c'est encore là-dessus. La faiblesse de Coby White, c'est le drive, en fait. Il n'est pas très driver, et les meilleurs attaquants de NBA, pour moi, ont ce drive. Plus que le pull-up à 3 points, quoi. Alors, le pull-up, effectivement, peut punir, mais le pull-up en lui-même ne fait pas un excellent attaquant NBA. Et là-dessus, je suis pas convaincu qu'il ait fait tant de progrès que ça, en tout cas pas énormément en termes de drive cette année. Mais par contre, le pull-up à 3 points, j'étais déjà très très fan. D'ailleurs, j'avais tweeté des trucs ou des vidéos à l'époque en me disant avec ce qu'on a eu l'an dernier, donc 2018, Trae Young c'est le nouveau Stephen Curry, je suis surpris que Coby White n'ait pas le même traitement, quoi. Que personne ne dise Coby White est le nouveau Stephen Curry, en disant aucun des deux ne le sera. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas ce genre de truc, parce qu'effectivement le pull-up à 3 points était à ce point, je trouve, dynamique, et à ce point intéressant. Et effectivement, je crois que cette année, il est à 40% sur un énorme volume, là où ça plafonnait un peu. Alors, pour les 3 points en général, hein, pardon, pas sur les pull-up à 3 points. Mais ouais, là, le tir cette année rentre beaucoup, et ça change aussi beaucoup de choses. Tu dis dans la respectabilité, et donc les opportunités aussi qui s'ouvrent à lui, en fait. C'est ça. Et toi, t'es au point de dire il est au niveau de Garland, alors, c'est ça? Bah parce que Garland ça va un peu moins bien cette année. Si je devais comparer, je mettrais la saison de Garland l'année dernière bien au-dessus de Coby White aujourd'hui, avec un petit peu les soucis de Garland en ce moment, entre blessures et soucis collectifs. La question pour moi se pose. Ok. Je donne l'avantage au pedigree en NBA pour l'instant à Darius Garland, mais voilà, c'était pour relancer le débat qui avait fait rage quand même en 2019. Entre les deux meneurs de la classe. Oui, qu'on n'avait pas pu observer un Garland à l'époque, parce que... C'est ça, parce qu'il s'est pété au bout de 2 matchs à Vanderbilt. C'est ça, c'était un peu frustrant. Bref, revenons à nos moutons. Mais finalement, les Suns, c'est plutôt un bon match-up pour les Bulls, parce que le jeu un peu
en isolation des Suns convient bien aux Bulls qui ont les défenseurs individuels pour tenir justement ces stars sur ces situations d'isolation. Ouais. Et donc paradoxalement, en fait, là où les Suns ont été meilleurs en deuxième mi-temps, c'est parce qu'ils ont introduit un peu plus de mouvement et c'est ça qui leur a permis de gagner ce match, puisqu'en première mi-temps, ils marquent 49 points. Ils finissent par gagner le match finalement, les Suns, mais voilà, ils marquent que 49 points en première mi-temps. Quelque chose qui m'a marqué aussi sur cette première mi-temps, c'est à quel point en fait les Bulls ont fait confiance à Caruso en 1 contre 1 sur Kevin Durant. T'as une situation où Kevin Durant sort d'un pin down, donc on veut le faire sortir d'un écran pour qu'il trouve le ballon à 3 points. Caruso navigue trop bien l'écran, ce qui fait en fait que la passe elle est impossible. Du coup l'attaque se retrouve à l'arrêt. KD dit bon, très bien, je vais descendre au poste bas pour faire une isolation sur Caruso. La passe arrive au poste bas. DeMar DeRozan qui a une passe vient faire la prise à 2. Extra passe, Devin Booker tout seul à 3 points dans le corner, ficelle. Et tu vois en fait que Vucevic dit à DeMar DeRozan de pas venir doubler. Et en fait, il monte Caruso du doigt en mode non, mais c'est Alex, laisse-le tout seul sur Durant. Ouais. L'action suivante, KD reprend la balle au poste bas. Caruso se retrouve sur KD, et là, justement, les Bulls le laissent en 1 contre 1, et ça finit par une interception d'Alex Caruso, enfin un strip sur le tir de KD, et Caruso qui la trouve. Donc voilà. Mine de rien, si les Suns veulent jouer en isolation, les Bulls sont capables de les stopper, et c'est là, en deuxième mi-temps, que justement, Frank Vogel a mis un petit peu plus de mouvement dans l'attaque, et évidemment ça a été aidé par un shot-making à 3 points de KD juste irréel qui finit le match à plus de 35 points, mais toujours voilà, des systèmes entre Booker, des systèmes où on va donner la balle à Kevin Durant et on va demander à Devin Booker et à Bradley Beal de poser des écrans l'un sur l'autre, ou au contraire à balle à Booker et c'est Beal qui va être utilisé comme poseur d'écran sur Kevin Durant. Enfin, je trouve ça super intéressant. Il y a vraiment des choses à faire avec ces trois-là, avec la gravité de scoring de tout le monde en fait. Ouais. J'ai des exemples aussi. Moi, j'ai vu le match contre Dallas aussi notamment. Et t'as des exemples comme ça aussi où t'as des systèmes qui sont pas hyper compliqué, mais tu vois, c'est pareil, t'as une espèce une Chicago action, comme on dit, donc un dribble and off plus un écran pour Kevin Durant, donc voilà, en gros 2 écrans pour Kevin Durant qui doit remonter, et côté faible, tu as Bradley Beal qui pose un écran loin du ballon pour Devin Booker, donc ce qui forcément occupe l'attention loin du ballon des défenseurs côté faible en fait, et donc il n'y a pas d'aide au panier, et sur l'action, Kevin Durant qui coupe, en fait, qui prend pas les écrans, qui coupe backdoor, et du coup ouais, c'est facile. Et en fait, c'est là que va être aussi le travail de Frank Vogel, c'est d'arriver à bien mettre aux bons endroits et à utiliser la menace tout le temps de ces scoreurs-là, parce que c'est pas juste le fait qu'ils puissent être dangereux en tant que porteur de balle. Chacun est capable de faire l'isolation, chacun a du handle, chacun est un all-star, etc. Je pense que tu peux aussi construire une bonne attaque parce que tu arrives un peu à les combiner, et notamment toutes ces actions on et off ball, quoi. C'est aussi ça la force de ces 3 profils, c'est que la faiblesse pour moi, c'est qu'il n'y en a aucun qui est un entre guillemets go-to guy, mais un peu dans le sens initiateur balle en main, proactif, de très très haut niveau. Booker, c'est celui qui s'en rapproche le plus, mais c'est pas non plus ça, quoi. Booker, c'est pas un Luka Doncic, c'est pas ce genre de profil, quoi. C'est pas un LeBron James, etc. Mais par contre, donc la faiblesse de Phoenix, c'est qu'ils n'ont pas un profil comme ça, mais ils ont 3 profils qui sont extrêmement polyvalents, peut-être 3 des plus polyvalents de NBA. Donc c'est là-dessus où effectivement, comme tu dis, il y a pas mal de combinaisons à faire entre tous, surtout quand là-dedans tu rajoutes du Grayson Allen, du Nurkic ou des joueurs comme ça, du Josh Okogie, qui peuvent être là pour faire le rôle de connecteur via leur passing, via le mouvement, et apporter de la fluidité au jeu et faire le lien entre un ou deux qui créent d'un côté et qui renversent vers l'autre, etc. Donc ouais, la machine commence à peu être bien huilée, et sur le papier ça peut être très bon, quoi. Ouais, justement pour revenir là-dessus sur le fait de bien placer les joueurs, vous regarderez au 3e quart-temps à 7-0-7 et à 6-44, vous regarderez, il y a 2 fois la même entrée de système, que je vais pas la décrire, ce serait un peu trop lourd, mais en gros on finit, une des options du système, c'est de finir avec un pick and roll central avec Bradley Beal qui reçoit le ballon après avoir posé un écran hors ballon, pick and roll central avec Jusuf Nurkic, et du côté faible, enfin du côté opposé de l'écran, t'as dans le corner Kevin Durant, et à 45 degrés t'as Devin Booker. Ouais. Donc vas-y pour demander à un joueur d'aller d'aller venir aider sur le rôle de Jusuf Nurkic, et de laisser un de tes coéquipiers défendre
dans un bon spacing, à la fois sur KD et sur Devin Booker, qui sont en termes de catch and shoot ou même en termes d'attaque de close-out, tout en haut de la ligue. Donc voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est en fait à quel point ils vont pouvoir les utiliser hors ballon et les placer et les mettre dans des bonnes conditions pour performer. Dernier point là-dessus, Drew Eubanks. On en avait parlé en début de saison, je sais que t'es pas forcément très très fan. J'aime bien. C'est Azad qui est pas très fan. Sur ce match, enfin son entrée, alors c'est facilité par le fait que son match-up avant que Vogel le fasse jouer avec les titulaires, et qu'il dise non en fait t'es meilleur que Nurkic ce soir, donc joue avec les titulaires. Il joue contre André Drummond. André Drummond qui finit avec, bon, on est sur un tout petit échantillon, hein, mais sur les 11 minutes qu'il joue, André Drummond il finit à 78 d'offensive rating. Voilà, bon, c'est la stat gadget, on s'en fout. Mais bref, sur les 22 minutes de Drew Eubanks qui joue dans ce match-là, et il va finir le match sur le terrain dans le Money Time, il est à plus 19 sur un match qui gagne de 2 points, quoi. Donc moi j'aime beaucoup Drew Eubanks. Alors c'est sûr qu'il va moins t'apporter offensivement que Jusuf Nurkic. Tu perds tout cet aspect passeur et porteur de balles supplémentaire. Mais par contre défensivement je le trouve meilleur. Et puis il prend des rebonds offensifs, quoi. Ça reste quelque chose qui a de la valeur. Et on finit ce match par une super sideline out of bounds pour Kevin Durant, une split action là pour libérer Kevin Durant en mouvement. Et la classique Kevin Durant où il va double clutch en l'air. il va sauter, laisser passer un joueur et il va faire une deuxième action. Donc il a fait une Michael Jordan à Chicago en fait, c'est ça que tu nous dis? C'est à peu près ça, ouais, mais c'est beaucoup moins impressionnant parce que c'est moins aérien, parce qu'il saute moins haut, parce que Kevin Durant est plus grand, donc il a besoin de sauter beaucoup moins haut. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de tu sais, le buzzer d'Anthony Davis, mais je me demande si c'est pas sur Kevin Durant justement. Oui, saison 2015, ouais. Pop Pelicans, où il sort, il est totalement en déséquilibre, et là il fait un double clutch où ça rentre avec la planche. Ouais. En plus, qui avait été un tir crucial, parce que important, du coup les Pelicans avaient fait les playoffs par-dessus le Thunder en 2015. Bon, Kevin Durant avait été blessé, hein, pour ça qu'ils n'ont pas fait les playoffs cette saison-là. Mais non, alors, juste pour dire, pour la rotation intérieure, c'est vrai que moi j'aime bien Drew Eubanks. Bon, je l'aime bien pour un pivot backup, hein, bien sûr. J'aimais beaucoup Jock Landale aussi, qui d'ailleurs a fait pas mal de bonnes choses depuis. Mais la rotation est assez à l'intérieur. Derrière Nurkic, c'est pas toujours très stable, hein. Parfois on va un peu plus small ball. Parfois on utilise un peu Yuta Watanabe, carrément. Parfois en 5 sur certaines séquences. On a aussi, alors j'arrive jamais à dire son nom, Chimezemetu, je crois, qui a montré de bonnes choses cette saison. Et on a vu aussi Udoka Azubuike, qui est sorti de sa boîte. Est-ce que tu te souviens de Udoka Azubuike ou pas pas du tout, toi? Mais moi je me souviens de c'est son frère, son oncle. Tu sais, hein, alors je crois qu'ils n'ont pas de lien. Crois. Oui. Ah mince. Je crois. Hein. Un shooter des années 2010 là. C'est ça. Ouais. Alors le nom me dit un truc. Alors toi tu penses à Kelena Azubuike? Oui, bien sûr. Non, mais Udoka aussi. Il était à Kansas. Exactement. Et moi je me souviens de lui parce que c'était un énorme, un très gros bébé, quoi. Très très mastoc, qui donnait beaucoup de fil à retordre à Mobamba, qui était tout fin, très grand mais tout fin. Et il faisait des dégâts, et c'est vrai que bref, donc il est réapparu dans la rotation. Mais non, mais plus pour revenir un peu à l'attaque des Suns, je crois que c'est bien en plus que tu sois là, parce qu'on en avait parlé ensemble. On avait parlé il y a 2 semaines, je crois, de l'importance aussi dans certaines équipes et certains contextes d'avoir un meneur de métier. Tu sais, parce que de plus en plus, il n'y en a plus besoin, mais il y a des fois, il y en a besoin. Ok. Mais je pense que l'attaque des Suns, elle montre un peu cette évolution, et sur le fait que, en fait, le rôle de meneur de jeu un peu à l'ancienne, de gestionnaire, qui remonte le ballon, qui annonce les systèmes, etc. Pour moi, l'attaque des Suns peut être le symbole de cette évolution du jeu, et le fait qu'on n'a plus besoin de ça, en fait. Que dans la NBA d'aujourd'hui, on a surtout besoin juste de playmaker, et qu'il n'y a plus besoin de toute cette gestion du jeu, annoncer les systèmes, diriger le trafic un peu à l'ancienne, tu sais, la vision qu'on a du meneur. Et en fait non, aujourd'hui on a des systèmes de plus en plus simples, et de plus en plus, alors certains diront simplistes, mais c'est juste que avec de plus en plus de spacing, on a des actions très simples qui peuvent amener sur des actions très, très simples aussi, des solutions très simples, en fait, juste le bon match-up, la bonne action avec les joueurs dangereux, etc. Et pour moi on a aussi, ça illustre un peu cette évolution, le fait qu'aujourd'hui on a une équipe des Suns qui peut développer une excellentissime attaque NBA sans vrai meneur traditionnel. Donc ça c'est un peu le bon point. Après, à quel point est-ce qu'on peut mettre une nuance, ou en tout cas laisser un point d'interrogation, de dire
ok, mais en playoff, à quel point tu auras peut-être justement besoin, non pas d'un meneur gestionnaire, mais un peu d'un meneur proactif, justement d'un initiateur balle en main qui peut tout faire par lui-même, un peu héliocentrique sur les bords, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense pas, je pense que c'est pas obligé. Mais voilà, je trouve ça intéressant que cette équipe des Suns soit un peu le symbole de l'évolution du jeu où, bah non, en fait, ça illustre bien ce qu'on dit depuis quelques années où il n'y a plus forcément besoin d'avoir le meneur de jeu à l'ancienne. Non, juste à des actions dans du spacing, des actions bien combinées avec un terrain bien occupé et des joueurs très forts. Et en fait, ça marche, quoi. Ouais. Sur le Phoenix Dallas, alors je peux enchaîner. Pas grand chose à dire. Le match s'est renversé très très vite, hein. Puisque Dallas a une énorme avance au bout d'un moment. Du genre 48-32, je crois, dans le deuxième quart-temps, 48 points à 32. Et puis, tu regardes en fin de troisième quart-temps où. Enfin bref, Phoenix leur avait collé 40 points et ils en avaient mis 10, quoi. Ce genre de truc comme ça. Et c'est bien que tu aies parlé de l'attaque parce que je peux parler aussi de la défense maintenant, qui là aussi a un potentiel assez dingue, je trouve. Et ce qu'ils ont fait notamment contre Dallas, c'était au début juste Luka Doncic, il attaquait Nurkic, ce qu'on peut s'y attendre, avec de très très bons résultats, avec des tirs qui rentrent, etc. Et surtout, voilà, tu attaques le pick and roll Nurkic, il y a un drop, ça donne de l'espace à Luka Doncic quand il sort du pick and roll, c'est parfait, c'est ce qu'il veut. Si tu aides, il fait la passe dans le corner, etc., etc. On connaît le schéma. mais ensuite, deuxième carton, Frank Vogel se dit ok, on va changer, on va mettre Nurkic sur quelqu'un d'autre et le poseur d'écran, donc Lively, on va lui mettre Kevin Durant. Et du coup, Luka Doncic, il a continué à faire ses écrans avec sa cible préférée, donc qui était Lively notamment, ou d'autres, hein, parfois c'était Maxi Kleber ou des joueurs comme ça, mais Nurkic n'était jamais impliqué sur le pivot, grosso modo, et ce qui a donné en fait des séquences de switch, déjà, beaucoup plus... Déjà, tu n'offres pas la solution facilement à Doncic, et en plus, des switch, des late double, tu sais, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire tu fais un switch, tu fais pas une prise à deux au moment de l'écran, tu fais un switch, mais en fait, tu as la prise à deux qui se déclenche avec une seconde de retard, un peu en effet mode surprise, quoi, genre vas-y on switch, ok, prends ton temps, et non, en fait c'est une prise une prise à deux avec un petit délai, et il y a pas mal de schémas comme ça qu'ils ont déployés, on les connaît, hein, mais ce petit ajustement, tu vois, d'avoir un Nurkic qui est déplacé sur un autre match-up, et du coup on déploie toute une défense beaucoup plus dynamique sur Dallas, ça a bien marché parce que ça a permis d'annihiler, de neutraliser la tête de gondole de cette attaque qu'est Luka Doncic avec des prises à deux, et Dallas n'a pas eu le personnel pour punir ça, malheureusement. Mais voilà, il y a cet aspect défensif que je trouvais très bien. Et puis, de l'autre côté sur ce match aussi, en même temps que la bonne défense qui se déployait, on avait aussi le shot-making. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore, mais on a parlé de l'aspect tactique un peu de cette attaque des Suns. Il y a aussi un aspect qui est énorme avec ces Suns-là, et le fait d'avoir autant de stars, c'est que c'est une équipe qui a un niveau de shot-making qui va être très haut. Donc il y a souvent, tu vas te dire, ouais, ok, là on se prend un énorme run, mais parce qu'ils mettent tous les tirs et ils le feront pas à chaque fois. Alors certes, ils le feront pas à chaque fois, mais cette équipe des Suns, avec Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, même si tu concèdes plein de, entre guillemets, mauvais tirs à mi-distance, par exemple, ou même des 3 points, peut-être qu'eux, ils vont les mettre beaucoup plus souvent que la moyenne, quoi. En tout cas, ces périodes de chauffe, de surchauffe, ils vont l'avoir plus souvent que l'équipe moyenne de NBA. Donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi cet aspect, on a parlé de la tactique, je veux dire, mais l'aspect shot-making, pour moi, est aussi très impressionnant et très important, parce que c'est aussi l'ADN de cette équipe, en fait. Totalement. Et c'est ce qui les fait revenir, hein. J'ai pas trop précisé, mais contre Chicago, c'est Kevin Durant qui les fait revenir. Dans le match, ils sont à la mi-temps, ils sont à -20. Et au troisième quart-temps, t'as Kevin Durant qui prend feu, qui met 3 points presque de suite en première intention, quelque chose d'assez insolent. Et tout d'un coup, ils sont de retour dans le match. Chicago commence à douter et Chicago était un peu en surchauffe en première mi-temps aussi, notamment Patrick Williams. Mais finalement, t'as ce niveau de shot-making qui fait que t'es jamais trop loin, en fait. Même quand il y a 15 points d'écart, tu sais qu'ils sont à une de leurs 3 stars qui prend feu de revenir dans le match, en fait. Après, c'est aussi Kevin Durant et Bradley Beal, ils sont aussi à une cheville tordue de pas être à 3 en playoff, quoi. C'est ça, malheureusement, le problème. Je t'ai pas laissé parler de la défense, vu que j'ai un peu enchaîné les deux points que j'avais. Est-ce que tu as des remarques à faire sur la défense des Suns ou pas? Je veux pas te priver. Non, après, moi, le souci, en termes schématiques, je trouve que justement, leur plusieurs possibilités au poste 5 leur offrent justement de la diversification. Ceci étant dit,
en saison régulière, il y a toujours ce côté de à quel point ils mettent, enfin à quel point en fait ils ont le moteur pour être une bonne défense. Je pense notamment à Bradley Beal et Kevin Durant, qui sont un peu sur courant alternatif en termes d'efforts défensifs. Après, tu peux toujours penser que en play-off, avec des matchs avec un petit peu plus d'enjeux, ils vont pouvoir augmenter ce niveau d'intensité. Parce que c'est vrai que tu as quand même des situations où ils concèdent des tirs ouverts parce que hors ballon, ils sont pas trop concentrés défensivement, ou bien les close-outs sont pas faits avec énormément d'intensité. Donc j'attends de voir un petit peu en play-off sur cet aspect intensité. Pour l'instant, 15e défense de NBA pour l'instant. Donc pas non plus impressionnant, mais bon, quand tu te dis aussi, on a affaire avec un Nurkic qui est plus le Nurkic défenseur de Portland, qui apporte surtout de l'attaque, je trouve, actuellement, avec du lien offensif, mais voilà, on n'a plus un énorme Nurkic protecteur de panier comme aux Blazers, on a pu avoir pendant pas mal d'années, mais bon, on a aussi une attaque qui est 7e de NBA, sachant que Bradley Beal vient à peine de revenir et qu'on n'a jamais eu quasiment le trio ensemble, à part depuis 10 jours, donc ouais, il y a un potentiel très intéressant sur cette équipe, qui en plus se trouve pas mal de bons replayers, tu vois, parce qu'on parlait de cet été, on disait il faudrait peut-être envoyer DeAndre Ayton et le contrat énorme de Ayton, le splitter, le fendre, en plein de petits contrats pour plein de petits joueurs, ça pourrait être intéressant. Moi, j'avais été déçu que ce soit sur Nurkic et Grayson Allen. Bah, au final, je trouve que les deux sont meilleurs que Ayton cette année. Oui. Nurkic et Grayson Allen. Et tu vois, Grayson Allen, bah ouais, ça fait un top role player, enfin même plus que role player sur cette saison, c'est un vrai élément important de l'équipe. Josh Okogie aussi est excellent, et je pense que Phoenix a peut-être fait le bon choix en gardant Okogie plutôt que Torrey Craig, apparemment. Eric Gordon qui va revenir petit à petit dans un rôle moindre, maintenant que Bradley Beal est là. Ouais, t'as Keita Bates-Diop qui défensivement est super intéressant en termes de polyvalence. Offensivement, oui. c'est ce qu'il est, hein, mais défensivement, c'est super intéressant. Mais tout aussi, en termes de big polyvalent aussi. Ouais. Mais tout, c'est le switch, etc. Ouais. Mais ouais, non, tu vois, ils sont. Je sais pas s'il y a un trade en cours pour eux, je sais pas s'ils auront un mec de buyout, mais ouais, tu vois, potentiellement, on a une belle rotation de playoff aussi, quoi. Donc, les Suns montent en puissance, ça on peut le dire. Ok, bah tiens, vu qu'on parlait un peu de Dallas Phoenix, si ça te va, je peux enchaîner vite fait sur le Dallas Boston. Vas-y, je t'en prie. Pas non plus raconter des tonnes, mais juste le fait que, bon, on a parlé de Denver Boston en longueur déjà. On a fait un mini podcast, j'ai fait un mini podcast React, et en plus on a fait un Twitch, donc on a déjà assez parlé. Mais le point principal pour moi de ce match-là, pour le rappeler, c'était le côté Boston retombe un peu dans ses travers de. On va chercher les switches, ok. Le problème, c'est pas de cibler des switches, c'est plutôt dans la manière de l'attaquer ensuite. Pour moi, c'était ça un peu le problème, c'est que c'est beaucoup de Porzingis va shooter par-dessus, Tatum prend des pull-ups par-dessus, et voilà. Ça a aussi des résultats assez limités. Alors, quand tu mets pas les tirs, surtout, bien sûr, mais même si tu mettais les tirs, t'as quand même tu développes pas beaucoup de fond de jeu, quoi. Bref, donc on avait cette tendance naturelle de Boston contre Denver à ne pas prendre des pull-ups. Et là, ils débarquent contre Dallas, ils obtiennent des switches, et que se passe-t-il ? Sur tous les switches, ils attaquent dès la réception du ballon, ils vont au panier, et ils rentrent dans le lard plutôt que de shooter par-dessus, que ce soit... Porzingis n'a pas joué, mais que ce soit Tatum, Brown, ou des joueurs comme ça. Brown fait même un post-up sur Luka Doncic, il l'attaque, il lui rentre dans le lard, il attaque agressivement. Tatum aussi, j'ai trouvé que dès qu'il attrapait le ballon, il fonçait un peu tête baissée, plutôt que juste faire le step back pour prendre le tir par-dessus le défenseur, etc. Et je me suis dit, voilà, ok, sans doute il y a eu une session de film room, tu sais, séance vidéo avec les coachs. On a mis l'accent sur ça, et le match d'après, on a vu que oui, en fait, ils pouvaient, quoi. On a aussi affaire à des joueurs qui, quand ils veulent, ils peuvent attaquer le switch différemment. Donc c'est aussi bien de voir que Boston peut aussi limiter ce défaut de ronronner dans le périmètre, de prendre des pull-ups par-dessus, de pas attaquer les switches un peu agressivement. Donc c'était le bon point, mine de rien, contre Dallas. Je vais pas trop développer Dallas parce que on a déjà beaucoup parlé et que bon, c'est un peu irrégulier, on va dire. Mais voilà pour ce match. Tu me dis si toi, tu avais d'autres éléments à rajouter. Non. Mais sinon, je peux te lancer sur le New York Denver que tu as vu cette semaine, et surtout que tu voulais nous parler de Lou Holding, c'est ça ?
de Lou Holding, la réincarnation de Lou Holding. Non, mais déjà, quel plaisir de me lever ce matin et de voir que les Knicks ont battu les Nuggets de plus de 35 points. Au début, je me suis dit, non, arrête, tu t'es réveillé beaucoup trop tôt, tu vois mal ton écran. Et je me suis réveillé plus tard. Et ouais, non, c'était le vrai score. Tu t'es dit, c'est encore le 3e quart-temps, en fait. Non, mais c'est ça, je me suis dit, non, mais t'as mal lu, c'est pas possible. Mais effectivement, les Knicks qui ont... j'ai un pote qui était au match et qui était un peu déçu quand même que ce soit un blowout, parce que sur le papier, les Nuggets au Square Garden, c'était quand même la grosse affiche. Mais bon, finalement, il faut avouer que les Nuggets étaient aussi en fin de road trip à l'est, pardon. Donc un peu fatigués, ils ont pas... J'ai l'impression qu'ils avaient pas trop envie de jouer. Bref, non, pourquoi je voulais parler de New York, Denver. Alors je savais que OG Anunoby était un excellent défenseur du côté de Toronto. Je savais que ça allait être très Thibodeau compatible. Je savais qu'il allait nous faire passer un cap défensivement. Mais par contre, là, je commence à manquer de superlatifs, quoi, pour le décrire. Sur le match, bon, il y a les stats bruts, hein, il finit avec 6 interceptions sur le match. Jokic fait 7 pertes de balles sur le match. Elles sont elles sont dues grandement à OG Anunoby. Mais non, défensivement, ce qu'il a fait sur ce match-là, c'est super impressionnant. Il commence le match en match-up sur Jamal Murray. Donc voilà, il commence sur le meneur. Et sur le match, il a 4 actions défensives où je me dis waouh, non mais ça c'est super impressionnant. Sa grosse force, c'est la défense sur les stunts. Donc tu sais, quand t'es à une passe, le fait de venir rapidement sur le drive, gêner le drive, sans trop venir en aide, hein, c'est pas une vraie aide, c'est vraiment une action super rapide où tu viens juste gêner le début du drive. Mais en fait, lui, il est tellement long et puis ses mains sont tellement actives que sur ces situations de stun qui normalement sont juste pour gêner, bah alors en fait il a 2 actions où il crée des balles perdues, où il fait des interceptions, une sur Michael Porter Jr. Qui ne s'attend même pas en fait à ce que OG Anunoby soit là, parce qu'il le fait tellement rapidement son stun que à aucun moment Michael Porter Jr. sans doute. Pareil sur Jokic. Et puis il intercepte 2 fois des passes, tu sais, les passes un peu lumineuses de Jokic. Vous en avez parlé lors du Twitch avec Azad. Les passes où normalement il manipule avec les yeux et du coup le défenseur doit plus être là. Bah, en fait, une fois OG Anunoby se fait mordre sur la première manipulation, mais il est tellement rapide et tellement long qu'il prend quand même l'interception, et la deuxième fois il se fait pas du tout avoir par la manipulation, et donc en fait il reste sur la ligne de passe et interception. Et puis il y en a une où justement c'est là où moi il m'impressionne. Il y a le système basique des Nuggets avec Jokic avec la balle poste haut, Aaron Gordon qui va poser un écran sortant pour Jamal Murray, le système basique du côté de Denver. Mais en fait, OG Anunoby avale l'écran d'Aaron Gordon, le surpasse, donc reste totalement sur Jamal Murray, la passe n'est pas possible. Ouais. Nikola Jokic continue à dribbler et Josh Hart, un peu à la Pippo Inzaghi là, sans l'opportunité, et vient intercepter dans le dos de Jokic. Enfin voilà, sur ce match, il y a 4 actions où défensivement, je dis waouh, non mais c'est pas humain ce qu'il fait. Donc on a parlé en off, hein, pour moi c'est Ray Lewis, c'est le linebacker des Ravens dans les années 90-2000, parce que avoir une telle carrure physique et être aussi agile, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu ça. Quand tu dis c'est le Pippo Inzaghi qui intercepte, c'est pas pour l'interception de football, hein, c'est pour le côté renard des surfaces, hein, c'est pas pour... c'est ça. Ouais. C'est pas pour le Pippo Inzaghi, c'est pas un numéro 6 qui fait une interception. Non, c'est celui qui sent les bons coups, et qui va mettre le dernier... Bon bref. Non mais après, sinon, au-delà de ça, sur ce match-là, enfin, juste pour dire qu'OG Anunoby fait passer un cap défensif aux Knicks, mais ça on s'y attendait. Première mi-temps, le shot-making habituel des Knicks où Jalen Brunson et Julius Randle mettent des tirs qu'ils normalement ne doivent pas mettre à mi-distance. Du coup, qu'est-ce que font les Nuggets en deuxième mi-temps ? Bah, ils disent non, on va resserrer, on va tous se resserrer, on va tous se rapprocher de la raquette pour empêcher Jalen Brunson et Julius Randle d'arriver à leur spot. Mais du coup, en fait, les Knicks, bon, peut-être une surchauffe sur ce soir-là, hein, mais l'intérêt d'OG Anunoby aussi par rapport à RJ Barrett, qui l'a remplacé directement dans la line-up, c'est que OG Anunoby, lui, pour le coup, est un tireur de catch and shoot.
Là où Barrett, c'était plus compliqué. Et même Emmanuel Quickley, qui est plutôt un tireur de pull-up, qui était moins bon sur catch and shoot. Donc en fait, le fait de remplacer Quickley et Barrett par DiVincenzo Anunoby te permet justement d'encore plus amplifier les décalages que crée Jalen Brunson ou Julius Randle par leur shot-making indécent. Donc voilà, une rencontre qui, pour moi, est symbolique des progrès que t'offre OG Anunoby, autant défensivement et autant offensivement. Mais je le rappelle quand même, pour rajouter un peu de la nuance, contre une équipe de Denver qui était bien fatiguée et qui a très vite sorti le drapeau blanc. Oui, effectivement, c'était pas leur meilleur match, on va dire. Mais non, par contre, pour ajouter un peu sur l'attaque de New York, j'ai trouvé que on était paré en fait à démanteler le edge de Denver. C'est-à-dire que le classique, hein, quand on a un porteur de balle à ce point dangereux surtout, mais la défense de pick and roll de Denver, c'est de faire monter haut Jokic sur les écrans, donc un edge plutôt que d'attendre très bas comme un drop, parce qu'il peut pas gérer ce genre de situation. Donc voilà, c'est toujours le edge qui est côté Denver, et donc là on avait soit des schémas qui étaient bien faits, soit une comme tu dis, dans l'improvisation de certains connecteurs qui étaient là aussi pour alimenter le jeu, et notamment voilà, quand on a avec ce edge, en fait on essaie de créer un 2 contre 1 sur le ballon au moment du pick and roll, pas un 2 contre 1, pas une prise à 2 très très hard et très très agressive, hein. c'est pas une trappe, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Par contre le edge, c'est momentanément on essaie de faire créer un 2 contre 1 pour forcer la balle à la layer. Et là, les Knicks étaient prêts à ce que la balle aille ailleurs, en fait. Donc, il y avait pas mal de systèmes où on savait qu'on avait un pick and roll, on savait qu'on allait avoir du edge, et donc on avait un bon renversement. Ou alors, on avait le Jalen Brunson qui faisait le dribble de plus ou deux pour ensuite aller décaler. On avait comme tu dis, DiVincenzo ou Anunoby qui faisaient les connecteurs, etc. Donc, c'est aussi la faiblesse de ce edge qui est là un peu pour protéger Jokic, mais qui se fait au prix de voilà, tu concèdes un décalage et derrière il faut que la défense en second rideau elle arrive à l'absorber, ce fameux surnombre du coup, et sauf que voilà, tu peux l'exploiter quand tu arrives bien. C'est ce qu'ont fait les Knicks. Et de l'autre côté aussi, tu n'en as pas trop parlé, mais il faut dire que Hartenstein n'était pas là sur ce match là. C'est vrai. Et pourtant on a eu Jericho Sims en défense sur Jokic, qui a eu des fautes, hein, notamment, avec aussi des prises à deux, comme tu en as parlé. Et au niveau de la deuxième mi-temps, alors comment ça s'est réglé un peu? Comment est-ce qu'ils ont fait pour contenir Jokic, qui, mine de rien, était à quoi, 30 points, je crois, 31 points? En fait, ils l'ont pas tellement retenu, hein. C'est juste qu'offensivement, les Knicks étaient trop forts, et il y avait trop de réussite sur ce soir-là. Non, Jericho Sims qui fait le boulot en limitant la casse. En fait, moi, justement, j'ai trouvé les Knicks excellents en défense sur Jamal Murray et sur Michael Porter Jr., moins sur Jokic, en fait. Mais là où ils ont été très bons, c'est voilà, ils ont donné les 30 points à Jokic, mais par contre, Murray, enfin voilà, les Nuggets mettent 80 points sur un match où Jokic en met 30 quand même. Donc voilà, c'est surtout c'est surtout en fait le mouvement, notamment avec des bons défenseurs hors ballon, Anunoby et DiVincenzo aussi, hein, qui est très bien défensivement loin du ballon. C'est surtout là-dessus qu'ils ont été bons. Après, il faut aussi parler du fait que Precious Achiuwa, avec qui je suis pas forcément super tendre, et que voilà, je suis pas convaincu de son apport. Par contre, voilà, sur Jokic, il a quand même été assez intéressant. Il a forcé quelques tirs compliqués, mais Jokic qui finit quand même le match à 13 sur 18 de mémoire, quoi. Donc c'était plutôt une très bonne défense et plutôt une bonne préparation défensive sur Jamal Murray et sur Michael Porter Jr. Parce que tu vois, il y a une fameuse passe qui a tourné beaucoup, c'est quand Jokic balance par-dessus la tête pour Aaron Gordon. Une des actions du match, tu sais, un peu à l'aveugle, hein, il balance par-dessus la tête pour Gordon qui est sous le panier. Bon, certes, ça fait le highlight, fait le tour du monde, évidemment, mais ça montre aussi le schéma qui est des prises à deux. Alors, sur cette fois-là, ça n'a pas marché, mais en fait, je trouvais qu'il y avait des prises à deux qui venaient automatiquement depuis la ligne de fond, des baseline double, du coup, plutôt que qui venaient depuis le 3 points. Et ce qui fait que ensuite, tu as le lead qui vient depuis la ligne de fond et quelqu'un qui venait compenser aussi. Donc en fait, un peu dans l'esprit de la défense de Thibodeau, il y a toujours quelqu'un qui protège le panier, en fait, contrairement à d'autres types de schémas. Et donc c'est un peu comme ça où, effectivement, je trouve que le Jokic a fait son match individuellement, mais les Knicks ont aussi en partie réussi à couper un peu
peut-être son rayonnement collectif et la création de jeu, mais je pense qu'il faut de suite dire aussi que t'as dit road trip, fin de road trip, ils ont fait quoi? Ils ont fait Sixers, ils ont fait Boston, ils étaient où? À Indiana, un truc comme ça, donc calendrier pas facile, ils étaient fatigués, et en plus je crois qu'ils avaient pas beaucoup de réussite sur ce match-là, j'essaie de retrouver, mais en plus les tirs sont pas rentrés, quoi, je veux dire. Eux, le shotmaking, ils l'ont pas eu, contrairement à New York qui a rapidement eu le shotmaking et qui a rapidement créé une avance de 15-20 points. Donc ensuite, 5 sur 26 à 3 points pour voilà. Denver, 19%. Et non, mais si on reste sur Denver, Denver, là, ils vont enchaîner. Donc là, ils ont 3 jours de repos. Et ensuite, ils enchaînent 76ers le 27, Milwaukee le 29 et OKC le 31. Donc ils ont costaud. Ils ont 3 grosses confrontations encore. D'ailleurs, vu qu'on parlait un peu de ça, une autre stratégie qu'ont trouvé les Knicks, c'est la stratégie des doigts dans l'œil, qui a bien marché, hein, parce que du coup, Jokic s'est pris un doigt dans l'œil de la part de DiVincenzo, il n'a pas fait la fin de première mi-temps. C'est ça. C'était tactique qui a marché. Mais non, pardon, le vrai truc que je voulais dire, c'est côté Denver, bon, je sais pas si on est sur un rythme de saison régulière, mais même si on l'est, DeAndre Jordan sur le terrain. J'ai envoyé un message à Jérémy. J'ai envoyé un message. Attends, je me fais le replay. C'est DeAndre Jordan sur le terrain. Donc il m'a dit que il le sortait. C'est un peu la maison de retraite. Il le sort tous les mois, une fois de temps en temps. À la limite, ça, ok, c'est un peu pénible. Je suppose quand t'es fan de Denver, parce qu'il est plus bon du tout. Je veux dire, c'est plus vraiment un joueur NBA, quoi. Il est tellement lent, etc. Bon, il y a la taille, donc c'est pour ça qu'il est encore un joueur NBA. Mais non, pourquoi je dis ça, c'est au-delà de ce côté, on a un joueur qui est pas très bon sur le terrain. Qu'est-ce que ça raconte aussi de Zach Nagy aussi, qui est censé être aussi, qui avait été signé pour être le pivot backup. Alors, il a aussi été signé pour, conserver la valeur du joueur. On le prolonge parce qu'on peut, et ensuite on l'échangera. Mais du coup, je pense qu'on va peut-être échanger Zach Nagy, peut-être maintenant, peut-être l'été prochain. Mais clairement, le contrat a été là pour qu'il parte pas gratuitement, quoi. Mais tu vois, cette rotation où contre Boston, ils étaient en mode rotation playoff, donc aucun. Aaron Gordon en 5, et ni DeAndre Jordan, ni Zach Nagy n'est sorti du banc. Et là, Zach Nagy, du temps de jeu irrégulier, si tu te fais prendre la place par DeAndre Jordan, c'est pas très bon, mine de rien. C'est pas bon signe, ouais. C'est pas bon signe, ouais. Donc voilà pour ce New York-Denver. Juste pour dire rapidement aussi, j'ai vu le Boston-Miami en prime time, mais qui n'aurait pas dû être en prime time non plus. C'était une fessée assez monumentale. Pas trop m'étendre là-dessus, pas non plus taper sur Terry Rozier. Le but, c'est pas d'évaluer deux matchs. Hein. On avait un avis avant le trade, et moi, j'aime pas Terry Rozier depuis longtemps, mais je veux pas développer sur ça. Bon, il a pas été très bon, mais bref, c'est pas grave. Non, tactiquement, quelque chose que les Celtics n'avaient pas sur les précédents affrontements contre Miami, c'est du pick and pop. Avec Porzingis qui est sorti blessé malheureusement, mais le pick and pop a été un peu l'histoire de ce match-là, dans le sens où tu vois, ça commence le match directement, l'attaque c'est pas on va au post-up, c'est pas on fait des splits, c'est pas, non, l'attaque c'est on attaque Bam Adebayo et on l'attaque avec le pick and pop de Porzingis, et ce qui fait que dès le début de match t'as 2-3 actions où Bam Adebayo il est censé être un peu en drop, et il sait pas quoi faire, quoi. Il y a un moment où t'as un drive de, je sais plus, Tatum Brown, et en fait tu le vois hésiter, et finalement il ne va pas aider sur le layup, parce qu'en fait il y a la menace du pick and pop, ou alors de l'autre côté, quand il n'y allait pas, du coup il y avait le pick and pop qui était libéré, etc. À un moment donné, du coup Miami a aussi tenté de la zone, mais le spacing d'un poste 5 aussi au milieu de la, soit il y avait le catch and shoot de Porzingis qui battait la zone, soit il se mettait au milieu, il faisait des plutôt bonnes passes, donc c'était bien aussi, et au point même que le pick and pop faisait tellement de mal que on s'est mis aussi à changer les couvertures défensives. Déjà on a commencé à switcher, et puis ensuite on a changé les match-up défensifs même. Exit Bam Adebayo, tu ne défends plus Porzingis, on va mettre Jimmy Butler sur Porzingis, comme ça on switch en fait, hein. Soit on switch, soit quand il va au poste bas, Butler il est quand même assez costaud pour ne pas se faire attaquer par Porzingis. Donc voilà, c'est pas non plus en dire plus sur ce match-là, mais tactiquement, j'ai trouvé que ça mettait en lumière un peu cet aspect-là, cette donnée du pick and pop, et d'un vrai joueur de pick and pop, une vraie menace, sans vouloir manquer de respect à Horford, qui est plus un shooter compétent que excellentissime, quoi. Et voilà, là, Boston a cette arme-là. J'ai hâte de voir en playoff, ou en tout cas, ça peut être un élément assez intéressant et assez crucial finalement dans ce genre de bataille. Donc voilà pour mon observation sur ce match-là, que je crois que tu n'as pas vu, hein, ce Boston-Miami, donc non, je ne vais pas te lancer.
Mais voilà pour nos matchs de la semaine, les affiches de la semaine. Donc on peut passer à notre partie focus, vous le savez, soit du scouting, soit la stat de la semaine, soit un thème libre. Je peux te lancer pour démarrer sur Vince Williams Jr. FD vient sur le Basket Lab, sur l'hebdo, il nous présente des joueurs qu'on ne connaît pas du tout. Je t'en prie, qui est-il? Alors déjà, première chose, ça me fait plaisir de parler de Vince Williams Jr. Deuxième chose, c'est faux. Ça a été demandé. Je l'ai vu sur le... Alors c'est faux, je l'ai pas vu sur le Discord, mais je l'ai vu sur notre fichier commun. Que apparemment Tom a posé la question hier à 9h24. C'est dans les questions auditeurs, mais c'est par un fan de Memphis. Voilà, non mais je l'avais... pour que Tom sache, hein, j'avais proposé Vince Williams Jr. avant la question. Oui. Alors à la base, je voulais faire quelque chose sur Kobe White, mais j'ai vu que les excellents collègues de Dunk Hebdo avaient sorti quelque chose aussi sur Kobe White cette semaine. Donc, Vince Williams Jr. Pourquoi ? Parce que c'est... Déjà, Memphis gagne des matchs, j'étais surpris. La dernière en date, une victoire contre Miami, là, cette nuit. Et Vince Williams Jr., depuis... Enfin, qui prend des responsabilités. Je vous fais un peu de teasing avant de vous le présenter. Sur le mois de janvier, il a 32 minutes par match. Il a doublé sa production en points. Il est à 15 points par match sur le mois de janvier, à un coquet 69% de true shooting plus, du rebond, de la passe décisive et de la défense. Est-ce qu'on ne tiendrait pas un role player du futur? Non, Vince Williams Jr., donc c'est un sophomore qui a 23 ans, poste 2-3, un peu moins de 2 mètres, un peu moins de 100 kilos. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à la fac à VCU, à Virginia Commonwealth. Chez les Rams, non? C'est ça, ouais, c'est ça. Les Rams de VCU. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, les fameux Rams de VCU, c'est de là que vient le fameux système RAM, qui donc ça vient des Rams de VCU. Voilà, petite anecdote historico-tactique. Ça, je l'avais pas. Ça, je l'avais pas, ouais. Ça, je l'avais pas. Sympa. Mais du coup, ouais, moi, et c'est là où enfin, il a joué notamment à VCU avec Bones Island, qui depuis a disparu un peu, mais le fameux Bones Island. Non, c'est un joueur que j'adorais. Pourquoi ? Parce que il a fait 4 ans à VCU. Sur les 3 dernières années, c'était le meilleur joueur de son équipe. Largement, ouais. Meilleur que Bones Allen d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a jamais dépassé les 22% d'usage en college basketball. Ouais. Donc c'était le meilleur joueur de son équipe en restant un role player en fait. Donc c'est quelqu'un que j'avais bien aimé au moment de la draft. Pourquoi ? Parce que je savais que il allait pouvoir être productif en NBA avec un rôle assez similaire à ce qu'il avait fait en college basketball où il avait été très productif sans pour autant avoir énormément la balle dans les mains. Donc pour moi c'était quelque chose d'assez scalable, d'assez... transposable. Merci. D'assez transposable au niveau supérieur. Alors juste pour dire, 4 ans à VCU, donc, à la fac, et donc aujourd'hui il a 23 ans, et le 47e choix, donc deuxième tour, 47e choix de la draft 2022. Donc c'est en deuxième année actuellement, quoi. C'est ça, exactement. 47e choix, et d'ailleurs, Memphis qui draft assez bien... loin dans la draft, un peu moins bien tôt en fin de loterie avec David Roddy et Jack LaRavia, mais tu vois, t'as J.J. Jackson cette année qui a été sélectionné 47e ou 45e, ouais. Et qui pareil est en train un peu d'exploser. J'aurais pu faire le scouting sur J.J. Jackson aussi. Mais du coup, pour revenir à Vince Williams, on est sur un poste 2-3, un joueur de complément, défense. Alors, sa première force, c'est défensivement. Ouais. C'est plutôt un profil défensif. Compétent sur l'homme, c'est clairement pas sa force, mais c'est quelqu'un qui fait très peu d'erreurs, qui est souvent bien placé défensivement, qui apporte de très bonnes rotations, notamment cette fameuse rim protection secondaire. C'est un peu le Graal qu'on peut demander à des postes 2-3, est-ce qu'ils peuvent aider à protéger le cercle. Alors on est peut-être sur une stat un peu floue qui est un peu une stat qui va peut-être être amenée à revenir vers la moyenne, mais pour l'instant en termes de rim protection, ses adversaires quand ils tirent au cercle et que c'est lui qui est en défenseur principal sur l'action, il est à moins 9,6, donc il leur impose une perte de 9,6% de réussite. Ouais, c'est très bon. C'est le 94e pourcentile de la ligue, et si ensuite on va un petit peu dans le détail, c'est le 7e
garde, enfin 7e arrière de la ligue sur cette stat. Ouais. Même si moi je le vois plutôt comme un poste 3 à terme qu'un poste 2. Mais voilà, ça reste quelqu'un qui apporte de la rim protection, de la protection de cercle secondaire en deuxième rideau. Et c'est super intéressant dans un système où tu l'utilises avec Jaren Jackson Jr. notamment, ou même Xavier Tillman quand il sort du banc, où du coup tu as un petit peu cette double lame qui permet à Memphis d'être plutôt pas mal défensivement quand il est sur le terrain. Offensivement, alors justement en fait, défensivement moi j'avais toujours cette certitude que défensivement ce serait sympa, mais c'est offensivement où là c'est il m'a un petit peu tapé dans l'œil, et c'est pour ça que je voulais en parler cette semaine. Sur ces derniers matchs là qui viennent de s'écouler, il a enchaîné des très bonnes performances. Il met 25 points contre Miami, à 8 sur 10 au tir, dont 5 sur 6 à 3 points. Il met 24 points contre Golden State à 6 sur 11, dont 3 sur 6 à 3 points. Bref, il est pas descendu en dessous des 10 points depuis pas mal de temps. Et donc c'est ça qui m'a posé la question. Est-ce qu'on est encore sur un joueur exclusivement de spot-up? Pour l'instant, 80% de ses tirs sont assistés sur l'ensemble de la saison, avec énormément de spot-up. Il a 40% de réussite sur catch and shoot. Mais en fait, dû aux blessures actuellement du côté de Memphis, t'as ce besoin de création. Et donc en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a la volonté de le passer un petit peu au révélateur offensif, de lui donner des répétitions balle en main, notamment sur pick and roll. Alors c'est rien de fou pour l'instant. Tu sens que le handle est pas encore là. Mais je me dis voilà, si sur les 30 matchs qui restent là de la saison, on continue à lui donner des munitions sur pick and roll et lui donner des répétitions, peut-être alors on n'aura jamais un porteur de balle, hein, ça c'est sûr, mais peut-être qu'on aura quelqu'un qui, en plus d'être un défenseur plus que bon, voilà, même très très bon sur certains aspects, t'auras peut-être un joueur qui va être à 40% de réussite, il est à 39% de réussite sur la saison, sur un bon volume, en plus d'un bon tireur à 3 points, peut-être quelques aspects un peu de connexion, de pouvoir attaquer les close-ups, de poser la balle au sol, et donc ça t'en ferait un très très bon role player. Si je devais le comparer rapidement à quelqu'un, je le vois, enfin ça pourrait très bien être un style un peu Kelly Oubre Jr., tu vois, qui sans être une superstar, et un poste 3 titulaire en NBA de très bon acabit. Et voilà, choper ça au 47e choix, alors qu'il fait une saison rookie un petit peu compliquée, bah ce serait déjà pas mal. Voilà, donc c'est ça ma présentation de Vince Williams Jr., à regarder du côté de Memphis, puisqu'il n'y a pas grand chose à regarder en ce moment, d'autres du côté de Memphis, peut-être J.J. Jackson. Donc voilà, si les gens sont intéressés par Memphis, voilà, jetez un petit coup d'œil à Vince Williams Jr., qui est en train d'être passé au révélateur. Donc, je précise, hein, vous écoutez un podcast avec deux personnes qui s'appellent Guillaume et FD. Je suis Guillaume, la personne qui a dit que Kelly Oubre était un allié de très bon acabit, c'est FD. Alors, voilà, ce n'est pas Guillaume, hein, notez-le. Mais non, mais je plaisante là-dessus, mais pour le coup, ça m'amène aussi à un point, c'est que je trouve qu'il manque un peu d'explosivité, pour le coup. Il est grand, long et même assez puissant, je trouve, et il utilise bien sa puissance, mais il manque un peu de pop, d'explosivité, de vitesse. Oui. Donc forcément dans la création de décalage, ça facilite moins les choses, quoi. Quand t'as pas ce premier pas, quand t'as pas ce tranchant, cette vivacité au démarrage ou alors dans les changements de direction, etc. Donc c'est un peu la limite, mais comme tu dis, en fait, c'est a priori on a un bon défenseur. La question maintenant c'est est-ce que ça va être Torrey Craig ou est-ce que ça va être un vrai ailier qui a en plus de l'attaque, quoi, qui va être un joueur complet, ou alors juste un ailier type Torrey Craig, Robert Covington, juste le défenseur qui est un peu handicapant en attaque en fait. C'est ça. Ouais. Donc dans ce profil, effectivement, tout va tourner autour du shoot, notamment, parce que voilà, comme dit Torrey Craig, bah, le shoot cale un peu, donc on n'a jamais eu un vrai titulaire en puissance à cause du shoot, notamment il n'y avait même pas un catch and shoot, alors que Vince Williams, s'il y a peut-être ne serait-ce qu'un shoot, en fait, ça peut faire un joueur assez solide, hein, ce que tu dis, en fait, c'est que on n'a pas besoin que ça soit un porteur de balle d'élite ou une star, mais juste ce profil défense plus ne serait-ce qu'un catch and shoot potable, ça fait déjà un joueur qui est de rotation et en fait même limite titulaire parfois, quoi. Ouais, c'est ce que je m'étais noté. Pour moi, on est déjà aujourd'hui sur l'assurance d'un role player qui peut rendre service, avec potentialité si le tir continue à se développer. Et si en plus après il rajoute quelques aspects balle en main, tu peux avoir un role player plutôt côté titulaire, quoi.
Est-ce que tu sais qui a été drafté juste avant lui? Du coup, en 44, En 46, du coup. est-ce que ce serait pas Moussa Diabaté? Non, mais c'est un Français. Un Français de cette draft-là? Ouais, qui a toujours pas joué en NBA. Casalon? Non, il a pas été drafté. Non, Casalon. c'est Ismaël Kamagaté. Ah oui, Kamagaté, ouais, bien sûr. Moussa Diabaté, Kamagaté, j'avais le bon profil. Poste 5 un peu, Ouais. un peu mobile. Et, Ok. et juste avant aussi, il y avait Josh Minot aussi, qui sortait de la fac de l'OM, bien sûr. J'adore Josh Minot. J'adorais Josh Minot côté de Memphis en NCAA. Et Moussa Diabaté, 43. Donc pas très loin non plus. Et voilà pour... Voilà, donc la dernière fois, c'était Dua Lipa. Cette fois, c'était Vince Carter Jr. Merci pour ce scouting FD. Mais bref, donc passons aux questions auditeurs. Envoyez vos questions un peu partout, hein, Twitter, sur YouTube, en commentaire, sur le Discord, partout. On les prend. D'ailleurs, une question YouTube pour commencer, de Nicolas Mazar qui nous dit, dans la même veine que la question sur la free agency de la semaine dernière, mais cette fois-ci centrée sur la trade deadline. Quelle franchise FD va faire le panic move à ne pas faire, ou alors à l'inverse, quel front office va rompicher très fort alors qu'il devrait bouger? Alors, moi, je veux bien prendre quel front office va rompicher très fort. J'ai peur que les Kings surjouent la continuité et ne fassent rien. Ouais. Donc moi, ce serait. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ça, j'ai pas la question. Enfin, j'ai pas la réponse, mais j'ai peur qu'ils ne tentent pas quelque chose. Et quelle franchise move va faire le panic move à ne pas faire? Moi, j'ai les Warriors en tête. Ouais. Mais après, est-ce que les Warriors ont intérêt à ne pas tenter quelque chose, quitte à faire un panic move? Est-ce que le panic move des Warriors, tu le fais pas... Enfin, panic move. Je sais pas, mais est-ce que casser la dynastie, tu le fais pas cet été? Est-ce que Klay Thompson, c'est pas cet été que tu le laisses partir? C'est ça ma question. Sur le plan humain, je veux dire, parce que bon, je serais étonné de l'inverse, quoi. Mais alors, quel front office va rompicher très fort alors qu'il devrait bouger? Bonne question. Je me demande si les Lakers vont... En tout cas, si les Lakers ne font rien, je serais extrêmement déçu. Mais vraiment. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire avec cette équipe, et s'ils ne le font pas, c'est décevant. Et à l'inverse, quelle franchise va faire le panic move à ne pas faire? Est-ce que si je dis Milwaukee, Dejounte Murray, ça marche ou pas? Oui, ça fonctionne très bien. Ou est-ce que, je sais pas moi, Lakers, Dejounte Murray, ça marche ou pas? Dejounte Murray, en fait, c'est ça le panic move à ne pas faire. Grosso modo, c'est un peu ça, je trouve. Maintenant que le cas Siakam, en plus, ouais, mais c'est dommage, quoi. Parce qu'on n'a plus la réponse facile Siakam. Enfin, j'anticipe peut-être sur des autres questions, quoi. Mais moi, toutes mes questions de trade deadline, la réponse c'était soit Siakam, soit Brogdon. Ouais. Il m'en reste plus qu'une seule. Oui, alors ça, pareil. Quelle équipe, quel front office va rompicher très fort alors qu'il devrait bouger? Portland. Ah ouais, c'est possible. Il faut vendre Brogdon. Il y a Jeremy Grant à vendre, tant qu'il a en plus un contrat long. Matisse Thybulle aussi. C'est possible qu'ils fassent le choix de jouer, de les faire jouer les mentors, mais du coup les sous-utiliser en termes de valeur marchande. Et j'en avais un autre, c'était les Sixers. J'en ai parlé avec Tom de Dunk Hebdo là justement. Les Sixers, il m'a rappelé qu'il y avait Robert Covington dans cet effectif qui ne joue plus du tout, mais qui est payé 11 millions. Bah oui, c'est vrai, il était dans le trade des Clippers. Ouais. Bah ouais, il joue plus du tout. Marcus Morris aussi qui a 17, et Tobias Harris qui est en fin de contrat. Donc mine de rien, ça fait de sacrés paquets d'argent en contrat finissant à envoyer quelque part. Il peut y avoir quelques moves intéressants. Mais voilà. Question de Lucas qui nous dit top 3 des pires décisions de joueurs en free agency. Exemple évident, Schroeder qui refuse 20 millions pour se retrouver ensuite au minimum dans ces eaux-là. Quelle serait la pire décision de free agency à venir de l'été prochain? Je pensais que c'était quelque chose historique. Ah oui, historique peut-être, ouais. Moi j'aurais dit Carmelo Anthony qui ne va pas aux Bulls en 2014, 2015 14, ouais. 14, ouais. Voilà, Carmelo Anthony qui ne va pas aux Bulls. La fameuse free agency, ouais, il re-signe aux Knicks, effectivement. Ouais. C'était un peu un échec. De tête, j'ai pas.
De tête, j'ai pas. Peut-être il faudrait regarder sur les free agents qui va être free agent cette année en 2024. Une partie de la réponse, c'est que dans la NBA actuelle, les free agency n'existent plus trop, en fait. Les gens sont échangés avant. Et prolongé. Oui, prolongé, mais en tout cas, les deals se font en avance, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a plus trop cette idée de, tu sais, normalement quand t'arrives en janvier, février, tu sais que LeBron, KD, la classe 2024 des free agents, elle est forte. Tu sais, c'est l'année où les gens doivent avoir du salarié cap. Il y a plus trop cette idée-là, je pense. On l'a eu il y a 10 ans, puisque la fameuse du coup free agency 2014, LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo, Chandler Parsons, Gordon Hayward, Kevin Love. Donc Kevin Love c'était peut-être un échange, mais je sais plus. Mais ouais. Non, j'en ai un qui me vient en tête, mais parce qu'on a parlé des Bucks. Alors c'était même pas une free agency, comme tu dis, c'était un truc qui était tombé en mars, mais la prolongation d'Eric Bledsoe en mars 2019, alors qu'on savait que le profil n'allait pas marcher en playoff, etc. J'ai ce souvenir qu'en plus on avait fait un podcast d'urgence l'écho des parquets en disant mais c'est pas possible quoi. c'est pas possible du tout quoi. Mais ouais, un peu là-dessus. C'est vrai qu'historiquement il faudrait creuser. Peut-être qu'il faudra creuser et retrouver d'autres réponses. Question de Dimezao justement qui nous dit quel joueur est disponible et peut changer radicalement l'équipe des Warriors. Est-ce que il y en a un ou pas? Pascal, non, on peut plus. Ouais. Pas grand monde. Le Pascal Siakam du très très pauvre. On avait déjà proposé Jeremy Grant. On avait eu la même question il y a un Netbo il y a un mois, je pense. Est-ce que pour toi, Zach LaVine ou Lauri Markkanen, ça change la face de l'équipe? Zach LaVine, j'aurais tendance plutôt à dire Zach LaVine. Moi, je pense que le fit me plaît plus avec LaVine qu'avec Markkanen. J'aime le fit, mais je suis pas sûr que ça change la face de l'équipe. Non. Non, ça va pas forcément te faire passer un palier. Ça va peut-être changer un petit peu ta manière de jouer, mais ça te fait pas passer un palier. Ouais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. C'est peine perdue pour cette saison. Même, tu vois, un Mikal Bridges qui en plus coûterait hyper cher, mais est-ce que rajouter juste un Mikal Bridges là-dedans, ça change tout? Je suis pas convaincu. Mais ouais, ça paraît un peu compliqué. Question de Caleb Martin, de Bamzerito, qui nous dit... alors, il nous citait un tweet, en fait, qui revient sur les Spurs et sur Wembanyama, où le staff des Spurs, on leur a dit de ne pas téléphoner à Victor Wembanyama après 9h30, parce que c'est à ce moment-là de la journée qu'il lit pendant 1 heure avant de s'endormir. Du coup, il nous demande, FD, plutôt mode silencieux, ou plutôt ne pas déranger, plutôt roman, nouvelle, ou alors littérature d'idées. Alors, j'ai un sommeil très lourd, donc en fait, que ce soit silencieux, ne pas déranger, ou sonnerie à fond, ça ne me dérange pas. Et pour le coup, plutôt littérature d'idées. Je suis encore très bercé par mes années lecture académique. Donc, non-fiction alors, pour toi? Pas trop. Je suis un peu de team des deux, donc ça dépend des fois. En fait, j'aime bien avoir plusieurs livres en même temps aussi, tu sais. Parce qu'il y a des fois, en fait, t'as juste envie de lire de la fiction, il y a des fois, t'as envie de pas lire de la fiction ou t'es intéressé par un autre bouquin, donc finalement, je fais le truc que j'arrivais pas à faire jeune, tu sais, c'est de lire plusieurs livres en même temps. Ouais, du coup, comme je suis plutôt littérature d'idées, ça me dérange pas d'avoir plusieurs livres en même temps. J'ai pas l'impression de manquer une partie de l'histoire, quoi. J'oublie pas l'intrigue. Question de Dimezao qui nous dit question pour l'hebdo, comment n'importe quel suiveur de NBA peut voir que Doc Rivers est un coach catastrophique, sauf les équipes NBA elles-mêmes. Et je peux lier la question de Quentin qui nous dit on aime se moquer de Doc Rivers, mais dans les faits, qu'est-ce que ça peut donner avec cet effectif? Quel changement tactique par rapport à Griffin? Ouais, moi je pense que c'est pas un si mauvais coach que ça. Ceci étant dit, je me demande à quel point il va pouvoir arriver prêt en play-off qui vont commencer là d'ici 3 mois quand même, à quel point il va pouvoir être prêt en termes d'ajustement, en termes de profondeur de tout simplement profondeur tactique, en prenant l'équipe comme ça un peu au dernier moment, même si je pense que ça a été vu en coulisses en amont, mais je pense que là pour le coup du pick and roll Giannis Lillard on va l'avoir, mais un peu par défaut. Ouais. Et moi ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'il arrive à mettre en place autour qui utilise ces deux-là différemment, quoi. Après, ça me dérange pas, moi, de l'avoir par défaut. Ce serait déjà l'avoir. Ouais. Ce serait déjà l'avoir, ce serait déjà bien, quoi. Mais au-delà de ça. Oui, tu veux dire, il faut aussi développer un fond de jeu derrière, quoi. Donc, les changements tactiques, je m'attends à ça. Plus de pick and roll Giannis Lillard, surtout qu'apparemment,
c'est ce dont il parlait sur le podcast de Bill Simmons. Hein. Pendant des mois, il en a parlé. Et défensivement, j'aimerais bien un retour en full drop. Full time, pardon, temps complet. Un retour du drop comme Milwaukee sait faire tout le temps. Et j'espère aussi, maintenant que Jay Crowder est de retour, pourquoi pas aussi des séquences en switch all, tu sais, avec Giannis et Jay Crowder en poste 4. J'aimerais bien voir ça. On n'a pas trop vu pour l'instant, mais ça pourrait aussi être une arme intéressante en playoff. Alors qu'on va se prendre le retour du ice que sur pick and roll que Rivers aime beaucoup, enfin que Thibodeau aime beaucoup. Oui. Ça se trouve, il va nous faire ça. Il va arriver, on va faire les tactiques des Celtics de 2008 et on va faire ça. Thibodeau qui était l'Ice Defense de Thibodeau, développé en tant qu'assistant défensif de Doc Rivers à Boston. C'est pour ça que tu dis ça, je précise pour les nouveaux. Question de Will Matic aussi dans ce même thème, avec l'arrivée de Doc Rivers aux Bucks. Va-t-on avoir le droit au duo des 2 pires joueurs NBA, Thanasis Antetokounmpo et Austin Rivers? Mais je crois pas, parce que Austin Rivers c'est sur ESPN, je crois, aussi. Ouais, et puis moi, j'adore, hein, c'est un grand mot, mais moi, Austin Rivers, il a eu un passage au Knicks que j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai eu peur, je crois que t'allais dire j'adore Thanasis Antetokounmpo. Ah non. Mais par contre, Austin Rivers, pour le coup, moi, j'aimais bien. Toujours dans ce même thème. Hein. Quelle conférence de presse, nous demande Busquetos. Quelle conférence de presse vous attendez le plus après l'élimination en Game 7 lors des prochains playoffs? Je rajoute au 2e tour. Celle de Giannis ou celle de Doc Rivers? Celle de Giannis pour une petite ouverture philosophique sur, c'est ça. Sur la signification de la vie. C'est ça, ouais. S'accaparer une noble cause et se l'accaparer pour des raisons égoïstes. Bref, on va pas revenir là-dessus. Question de Caleb qui nous dit est-ce que c'est possible d'avoir un scouting report détaillé sur Rozier, principalement à quel point est-ce qu'il peut être handicapant en défense, à quel point est-ce qu'il est fort en drive ou au shoot? Qu'est-ce que tu penses du joueur? C'est vrai qu'on n'a pas trop développé. Qu'est-ce que toi tu penses du joueur en lui-même? Bah c'est bon, le scouting report il est dans la question là. Non, honnêtement, je vais même pas tenter. Moi de mémoire, hein, j'ai quelqu'un qui est assez inefficace en attaque, qui peut se créer son tir mais jamais de manière très efficace. Donc voilà, il y a ce profil bad shot taker et qui par contre défensivement pour moi oui handicapant parce que manque de taille, manque de poids et l'activité défensive ne peut pas tout compenser en termes de manquement physique. Ouais. C'est un peu moi mon problème, c'est qu'au scoring on a affaire à un joueur de pull-up. Bah tu vois, on parlait de ça avec avec Kobe White. Terry Rozier c'est ça, hein, c'est le pull-up mais il y a pas le drive quoi. Il y a la cerise sur le gâteau, mais il n'y a pas le gâteau, quoi. En un sens, t'as toujours été un des pires drivers de NBA en termes de finition, parce qu'il n'a pas forcément un très bon toucher de balle. En termes de taille, il finit ses actions très en dessous du niveau du panier. En termes de puissance et de lancer franc, il ne compense pas non plus. Donc il y a quand même beaucoup de défauts, et ce qui fait un driver assez mauvais. Là où il est meilleur par rapport à Boston, c'est au niveau du 3 points. Même si il y a surtout eu une excellentissime année ou deux quand il a quitté Boston et depuis on est quand même moins sur des standards fabuleux, mais je pense qu'on est sur un vrai bon shooter à 3 points, en tout cas au niveau de la moyenne, voire un peu plus tout de même, alors que c'était pas forcément le cas à Boston où c'était beaucoup très irrégulier. Là à Charlotte on a eu un bon shooter à 3 points. Après ce qui est le problème, c'est toujours la prise de décision, attaque et défense pour moi, et le fait que il est athlétique, il a des bons atouts physiques, du coup il y a la théorie de c'est une tête de l'art, il est athlétique, c'est le style Miami. Bah non quoi. Moi le style Miami c'est de l'intelligence en fait, et c'est pour ça que ça me plaît pas trop. Je vais pas parler des premiers matchs qu'on a vus parce que on va pas les juger sur 2 matchs, mais ce qui m'inquiète dans la théorie en tout cas, c'est que Kyle Lowry était certes devenu mauvais en attaque par rapport surtout à son salaire, donc il n'y a plus le rendement. Mais en défense, c'était Kyle Lowry, quoi. En défense, c'est fabuleux, quoi. Et pour moi, on perd surtout là-dessus, quoi, parce que dans le meilleur des cas, t'as un très bon défenseur sur l'homme avec Terry Rozier, mais tu remplaceras pas le général de terrain qui était Kyle Lowry en défense, notamment la défense collective. Donc c'est un peu là-dessus où j'ai des limites, et pour moi, beaucoup va dépendre aussi d'à quel point est-ce qu'il shoot bien, en fait, hein, parce que si on a un shooter à 40%, ce sera déjà ça, quoi. mais on verra. Où est-ce que j'en étais? T'as rien à rajouter sur Terry Rozier, donc j'enchaîne. Question de HNR qui nous dit, question pour l'hebdo. Défensivement, où situez-vous Chet et Wembanyama par rapport aux meilleurs rookies intérieurs défensifs de ces 15 ou 20 dernières années? Question très intéressante. Très bonne question, ouais, très très bonne question. Moi, le premier auquel je pense, c'est Anthony Davis, qui pourrait s'en rapprocher en termes d'impact. Et à part ça... Evan Mobley, mine de rien, tout de même. Ouais, je l'avais aussi dans ma petite shortlist.
Après, est-ce que son année au rookie était si bonne que ça? Est-ce qu'il a pas un peu explosé L'année de rookie était tout de même épatante. Hein. Ouais. Alors, pas au niveau, effectivement, ensuite qu'il a eu en 2023, mais 2022, déjà, c'était très solide, mais effectivement, c'était peut-être un cran en dessous, même, de Chet et Wemby, qui sont un peu des anomalies, en fait. Hein. Mais c'était quand même très bon. Mais peut-être un peu un cran en dessous, ouais. Mais sinon, je réfléchis, qu'est-ce qu'on a eu en... Bon, Walker Kessler, mais pas exactement le même différent, rôle, mais du coup, moins intéressant. Jaren Jackson Jr., sa première année. Ah oui, première année, ouais. Sa première année, elle est quand même magnifique offensivement. Elle est déjà très bonne, ouais. Mais j'aurais tendance à mettre Chet et Wemby quand même au-dessus de ça. En vrai, est-ce que ça compte? Parce qu'il n'était pas rookie, mais Joel Embiid. Oui. Son année techniquement rookie, défensivement, on est déjà sur un truc épatant, quoi. Le Embiid de 2017-2020, pour moi, c'est son prime défensif, et on est sur un truc dès le début qui est fort, mais en même temps, c'est 2017, et il se fait drafter en 2014. Donc, les gens disent, Chet, il est pas rookie. Bon, Embiid à l'époque. C'est vrai qu'Embiid au début, quand il était un peu, il avait pas encore trop pris de muscle, enfin moins qu'actuellement, beaucoup plus mobile. C'est vrai que défensivement, c'était quand même très très fort dès le début. Porzingis, c'était quand même pas à ce niveau-là. Hein, Non, sa première saison défensivement, c'était. Bon, il y a quand même des très beaux flashs, mais. Non, c'était bien. Non, c'était bien. C'était moins bon que ce qu'il a fait après, avant de se faire le. Enfin, son année juste avant de se faire les croisés. Défensivement, on était quand même top niveau. Je vais dire une bêtise, hein. En tout cas, beaucoup de monde vont penser que je me moque d'eux, mais Nerlens Noel, en 2015, il fait une sacrée saison en tant que rookie. Hein. Même, je me souviens à l'époque, il était un peu dans des conversations Defensive Player of the Year. Franchement, Nerlens Noel rookie, alors ça, peut-être pas complètement confirmé, mais j'ai eu un excellent souvenir de ça. Et puis ensuite, je remonte, qui c'est qu'on a eu. En tout cas, j'en ai pas qui me frappe d'aussi bon que Chet et Wembanyama depuis 15 ans, quoi. Grosso modo. Après, tu vois, il y a les Wendell Carter Jr., Nick Claxton qui sont un niveau en dessous. Je pense que tu descends encore d'un tiers. Qui étaient clairement mauvais quand ils étaient rookies, en fait, hein, même. Qui sont devenus intéressants ensuite. Mais Wendell Carter, c'est poussif à Chicago. Claxton, ça met du temps aussi à devenir un vrai joueur, quoi. Pour moi, c'est devenu un vrai bon joueur, au-delà de juste des flashs, l'an dernier, Claxton. Oui. Donc, 3 ans après sa draft, quoi. Mais. Alors, Gobert. Mais Gobert, c'était peut-être juste des flashs et un potentiel dingue. Ouais, mais il met du temps quand même à venir. Parce qu'il arrive super tôt. Et puis, c'est pas le même rôle, etc. Donc, non, je pense que pour trouver des rookies défensifs aussi impactants, il va falloir remonter à des années où les mecs étaient rookies à 23 ans, quoi. C'est ça. David Robinson, sa première année défensive, doit être très bien aussi. Je pensais à ça. Tim Duncan, voilà. Je pensais à ça surtout, ouais. Je pense que depuis Tim Duncan, on doit être... Ouais, je pense que c'est Tim Duncan. Ou Patrick Joel Embiid, peut-être, si on prend Joel Embiid en 2017. Mais ouais. Mais on est d'accord. Ils sont à ce niveau-là. Oui, pour moi, il n'y a aucun souci. Vraie anomalie. Question de Jalen Brown Redemption Season qui nous dit va-t-on voir au Thunder une Harden bis avec Jalen Williams, que ce soit en termes de contrat, valeur, volume et la frilosité connue des proprios? J'aurais quand même tendance à dire non. En tout cas, j'espère. Vu que ils peuvent dépasser le cap en le prolongeant. Donc, tu me diras, ils pouvaient le faire avec Harden aussi. Ils ont choisi de ne pas le faire pour la taxe. Mais depuis, OKC a payé la taxe. Donc, on peut se dire, bon, il faudrait le faire. Oui. Non, je me fais pas de soucis. Oui, d'accord. Et on reparlera de J-Dub dans un autre podcast, je pense. Oui. Question de Timothée. Pour l'hebdo, les Blazers sont pas plus frustrants en défense qu'en attaque? On te pose la question à toi, surtout qui la regarde tous les jours. Comme l'impression que le matériel est bien intéressant pour mettre une défense au moins average en place, au moins dans la moyenne. C'est un peu le souci des équipes jeunes, où en fait la défense, certes, t'as les outils athlétiques, mais je pense pas que... Non, et encore, je suis même pas sûr qu'en termes d'outils, on soit vraiment au-dessus de la moyenne NBA, en fait. Tu vois, au premier rideau, Simons, Sharp... C'est compliqué. Il y a les outils athlétiques, mais on n'est pas encore dans la compréhension de jeu, ou même en termes de densité athlétique, pour avoir des excellents défenseurs au premier rideau. DeAndre Ayton,
Bon, Jeremy Grant, ça n'a jamais été un grand défenseur non plus. Diop Reef ne peut pas tout sauver tout seul. Donc non, pour moi, ils sont à leur place avec... Enfin, ils sont à leur place vu le matériel défensif qu'ils ont. Question de Timothée toujours. Où vont les Hawks? Trader Murray, d'accord, mais pour faire quoi? Et dans l'idéal, quel joueur ou type de joueur faudrait-il autour de Trae Young? Moi, trader Murray, pourquoi? J'ai envie de dire, pour ne plus avoir Murray. Peut-être, en fait, juste. Je sais que moi, j'ai un avis plus bas que la moyenne, mais le fit est quand même assez mauvais avec Trae Young, quoi. Donc, l'idée serait d'essayer de construire avec des profils qui, justement, vont beaucoup mieux avec Trae Young. Mais je te pose la question, qui est-ce que toi, si tu avais carte blanche, tu mettrais comme profil à côté de Trae Young? Il faudrait un défenseur au point de l'attaque, au poste 2, mais qui peut quand même tirer pour pas te flinguer ton spacing. Ah. Combien il y en a en NBA? Il y en a peu. Il y en a peu. Et puis après, un poste 5 avec qui il peut faire du pick and roll. Ouais. Un poste 4 qui peut mieux tirer que John Collins et qui peut jouer un peu off-ball. Bah, le poste 4, on a Jalen Johnson, on peut le laisser. On peut le laisser, il me va bien, mais il a ce côté un peu connecteur, amplificateur de décalage. Donc ouais, ce profil me va bien au poste 4. Et puis après, un ailier créateur un peu à Jalen Williams, quoi. Pareil, oui. qui a du tir, et pareil, ce côté connexion. Parce que pour moi, si t'as Trae Young, bah, tu veux quand même faire de l'héliocentrisme avec lui, ou tu veux quand même utiliser le ballon en main parce que c'est là qu'il est le meilleur. Et puis du coup, ouais, il te faut un poste 5 avec une lob threat, avec une menace sur alley-oop, et des connecteurs et capable de tirer à 3 points sur les postes de 3-4. Je crois que le truc, c'est que il prend quand même un peu tout sur la tronche, le pauvre Dejounte Murray, alors qu'en vrai, l'effectif est quand même aussi à des limites. Capella est plus bon du tout, Okongwu ne fait pas le step-up que certains voudraient. Pas, ouais. DeAndre Hunter, c'est un peu décevant aussi, etc. Donc, mais je dirais que, ouais, tu vois, même parce que là, on réfléchit de suite en qu'est-ce qui est du niveau des jeunes Murray ou plus à la place. Mais en fait, moi, tu me donnes un KCP, en fait, ça me va très bien, quoi, tu vois. Un défenseur qui est juste là mettre pour des catch and shoot, un 3&D. En fait, ça me va, quoi. Je me contente de ça, quoi. Tu veux Wesley Matthews, mais avec 10 ans de moins. Exactement. Exactement. Moi, je veux Wesley Matthews tous les jours. J'adore Wesley Matthews. Non, mais je veux dire, tu vois, on n'est pas obligé de. Tu peux le star power et l'argent alloué dans le salary cap, les gros contrats. Tu peux aussi l'avoir, par exemple, sur un poste 3 ou sur un poste 5. T'es pas obligé d'avoir une autre star de back courte, quoi. Je veux dire, tu peux aussi prendre un joueur, un défenseur sobre qui fera, je pense, mieux le fit finalement avec Trae Young. Donc c'est un peu dans ce sens-là que moi je dis ça. Où est-ce que j'en étais dans les questions d'Ismaël qui nous dit est-ce que vous pensez que l'augmentation du nombre de fils de sportifs dans la ligue est plus liée à la mondialisation de la concurrence qui rend plus important le capital génétique pour s'imposer, ou plus au fait que la professionnalisation du sport dès le plus jeune âge favorise les enfants qui naissent dans un milieu qui connaît déjà les codes? Question très complexe, je suis pas sûr qu'on ait 2 heures, mais peut-être ça vaudrait le coup de les prendre, les 2 heures. Ouais, elles sont super intéressantes. Moi, j'aurais tendance à donner la réponse bourdieusienne. Un peu reproduction des élites. Je pense qu'on est aussi là-dessus sur le monde du sport. Où le fait de naître dans tu vois, tu fais un capital culturel et capital sportif. Et bah voilà, je pense que les fils de joueurs sportifs sont les nouveaux fils de profs en termes de capital culturel, capital sportif. Sachant que justement un peu dans le capital que tu lègues à tes enfants, il y a aussi, c'est bête, hein, mais la taille, quoi, tu vois. Donc en basket, c'est quand même un élément ultra important. Donc je sais pas à quel point je pense que par exemple en foot, tu fais n'importe quelle taille, tu peux jouer, quoi. Alors qu'en basket, déjà si tu pars en étant fils de basketteur professionnel, ça veut dire fils de quelqu'un qui est déjà très grand, a priori, au-delà même de pouvoir profiter dans un environnement et de l'expertise, la compétence de tes parents qui ont déjà été professionnels, t'as aussi plus de chances d'être grand, quoi. Donc en basket, je pense que ça aide beaucoup. Mais question intéressante, et on voulait traiter le sujet aussi avec Antoine Tartrou à l'occasion. On l'avait un peu sur notre liste, donc on développe pas trop aujourd'hui, mais effectivement, je la mets de côté et on va traiter le sujet. En tout cas, on va essayer de le faire. Question de Mathieu aussi, qui nous dit petite question pour l'hebdo que je me suis posée après la nomination de Doc Rivers en tant que coach des Bucks. Pourquoi c'est pas plus bénéfique de monter des coachs assistants qui connaissent les joueurs et les systèmes? Je sais pas si vous avez une réponse, mais les pistes me suffiront. Je pense que dans ce cas-là, c'est pour le management, non? Ouais, c'est pour le management et aussi le fait que Adrian Griffin est arrivé avec ses assistants, si je dis pas de bêtises, et que du coup,
que du coup, je pense que t'en avais aucun qui avait le pédigré pour rechoper un vestiaire qui avait déjà un peu été perdu, quoi. Sauf Terry Stott, mais qui a été viré. Mais qui a été viré en amont. Oui, totalement. Ouais. Oui, et puis quand tu as un problème de management, peut-être c'est mieux de pas prendre quelqu'un du coaching staff et de tourner la page, en fait. Quand tu as un problème un peu de vestiaire, tu fais peau neuve, quoi. Mine de Ouais, rien. bon, après, j'ai dit des bêtises un peu parce qu'ils ont gardé quand même pas mal d'assistants qui étaient déjà là avant. Oui, mais je veux dire, non, mais t'as raison sur le fait que quand t'as des problèmes de vestiaire et d'entente et de management, ça se fait pas de nommer. En tout cas, c'est pas bien de nommer un mec qui était là-dedans déjà, quoi, de base. Ouais, bien sûr. Je pense. Hein. Question de assez parler de moi. Quelle est la fin de dynastie la plus pathétique dans l'histoire de la NBA? Est-ce que t'en as qui viennent en tête? En général, ça se passe toujours mal. Hein. Ouais, bah, c'est Mine de un peu rien. la fin des empires. Hein. Ça se passe jamais bien. Moi, si je parle un peu de ma franchise, la fin de l'ère Ewi est quand même assez triste. C'est pas une dynastie. T'as jamais eu de dynastie, Onyx, toi? Qu'est-ce que t'essaies de nous faire là? Excuse-moi. En plus, non, c'est pas si triste parce que tu vas en finale en 2099, tu vas en finale. Il y a combien de dynasties en NBA? Il n'y en a pas eu tant que Il n'y en ça. a pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a les Bulls, ça s'arrête parce que Jordan retraite et que Scottie Pippen se barre, etc. Ouais, mais ça, contrat. c'est pas pathétique, ça se termine sur une belle note, quoi. Ouais, ça se termine sur une belle note et vraiment, il tourne la page, quoi. Il n'y a pas un échec, quoi. Après, c'est pas vraiment une dynastie à proprement parler, mais enfin, si, quand même. Les Spurs, la fin Ouais. a été pas belle, quand même. Parce que, mine de rien, en plus, eux, ils pensaient que ça allait se finir. Et là, on leur sort une carte du chapeau. Tiens, Kawhi Leonard. Ouais. En fait, non, la dynastie va continuer. Et donc, t'as ce double truc de. Au début, tu penses que ça va se finir comme tout le monde. Et en fait, non. En fait, tes espoirs renaissent. Et l'affaire Kawhi Leonard n'a pas fait du bien. Hein. Il pensait être reparti pour 15 ans. Et finalement, il y a un peu de déception de ce côté-là. mais voilà. De mémoire, les Celtics dans les années 90, c'est un peu triste, non? La fin de l'époque fin de l'époque Bird. Bah, c'est avec Len Bias d'une part et Reggie Lewis aussi qui donc deux décès mine de rien. Bon, il y en a un, c'est décès juste au moment de la draft et l'autre c'est alors qu'il était deuxième pick, hein, c'est ça, Len Bias, un truc comme ça. Et Reggie Lewis, il meurt en plein match pendant une intersaison, un match d'été. Donc ouais, c'était pas top non plus. J'essaie de penser. Les Lakers, finalement, il y a Lakers de Shaq et Kobe, pas tant que ça. La transition s'est faite de manière naturelle, quoi. Mais ouais, je pense que les Warriors, il y a un potentiel en tout cas. Oui, je pense que c'était la réponse qui nous est tous les deux venus à l'esprit en premier. Et puis, en tout cas, les Patriots, ça s'est pas hyper bien terminé. Tom Brady, Bill Belichick. Ouais. La saison 2019, c'est ça, ouais, 2019. Bon, c'est pas la meilleure. Hein. Bref, avançons et puis finissons avec les questions de Tom, pour finir bien sûr. Les questions de Tom, petit jingle. Donc Vince Williams nous demande Tom, oui, on en a parlé aujourd'hui. Donc voilà. C'est fait. Quickly semble avoir attrapé une Devontae Graham aiguë depuis qu'il est à Toronto. Où est-ce qu'est passé son in-between game? Effectivement, alors il est plus très efficace au panier. Je sais pas si tu l'as vu à Toronto, toi, pour l'instant, Quickly. Oui, j'ai regardé un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé dans les stats J'ai pas regardé dans les stats le détail, effectivement. Peut-être qu'il a un peu moins de réussite sur ce mid-range. Il est moins efficace au panier, ouais. Ouais, pour moi, une Devontae Graham aiguë, c'est justement en fait de pas être capable de finir au panier, pas forcément. Oui, je suis d'accord. Oui. On parlait de Terry Rozier, mais Devontae Graham, c'est x10, quoi. Il y a eu une période de 3-4 ans où Fred VanVleet, Devontae Graham, Terry Rozier, en termes de finition au cercle, là, c'était le podium de la défaite. Ils étaient toujours tous en bas, quoi. Ouais. Qui allait avoir le plus mauvais drive de NBA? L'Italien Reggie Jackson, et oui, l'Italien Reggie Jackson met énormément d'accessoires. Quels accessoires trouvez-vous les moins utiles? Très bonne question. Les lunettes, si t'as pas de problème de vue. Après, tu vois, peut-être que si Nikola Jokic avait des lunettes, il aurait peut-être fait un meilleur match à New York. C'est vrai, peut-être, ouais. Non, moi, j'ai jamais été un grand fan de tout ce qui était sur les bras, parce que je trouve que ça te restreint quand même vachement. Après, je suis pas un très grand tireur non plus. Je trouve que le bandeau sur la tête... Alors, pour les gens qui transpirent beaucoup, je pense que ça peut aider à faire que la transpiration rentre pas dans les yeux. Ah ouais, d'accord. Si on rentre vraiment dans le...
dans le micro là, ouais, je pense qu'il y a. Parce que moi, j'ai le réflexe de m'essuyer en fait avec la main, donc le bandeau il sert à rien. Ah, mais si tu transpires beaucoup des mains aussi, bah ça passe pas. Et encore, je dis ça, mais en fait, le bandeau m'était utile à une époque où j'avais les cheveux longs. Donc là, le bandeau était utile, mais quand t'as les cheveux courts, ou quand t'es chauve, ou comme certains NBAers, je trouve que c'est assez peu utile finalement. Après, accessoires, je sais pas si ça rentre là-dedans, mais j'ai jamais été à fond dans le jeu des sneakers, moi, tu sais. Je sais que beaucoup de monde aime beaucoup. Moi, les sneakers basket, j'ai jamais trop adhéré au délire, pour le coup. Non, moi je trouve pas ça très beau une chaussure de basket. Donc moi je vais toujours pour comment dire, pour quelque chose de performant quoi. Ouais. Je me souviens que moi, j'avais eu, quand j'étais jeune, des T-Mac dorés dans un magasin de déstock, tu sais, à prix bas, que j'ai gardé longtemps. Ah, actuellement, je joue avec les chaussures de Trae Young qui sont très très laides. Ah oui. Mais très très moches, mais par contre, je me sens très bien dedans. Et donc, voilà. Moi, je joue avec des chaussures Decathlon. Et ça me va très bien. Je te dis, moi, le délire des sneakers, j'ai jamais vraiment eu. Mais bref, vous préférez les ghosts quand les ghost screens sont posés par des intérieurs avec une grande gravité ou quand ce sont des shooters? Oh, moi j'adore les shooters. Moi, les ghosts les ghosts Spain pick and roll, j'adore ça. Ouais. Je trouve ça magnifique. Et Isaiah Joe le fait très très bien. Où justement, il va pas poser le Spain pick and roll, il va tout de suite il va tout de suite sortir pour un tir à 3 points. Et je trouve ça très très beau. Emmanuel Quickly le faisait très très bien en Knicks notamment. Oui. Alors, Tom, si je peux me permettre, on ne parle pas de la même chose là. Un ghost screen, c'est quand tu fais une course croisée, effectivement, tu poses pas l'écran, tu le ghost, c'est fantôme, donc course croisée, tu ressors à 3 points. Mais par contre, oui. pour la gravité au cercle, ce sont pas des ghosts, ce sont des slips. Tu glisses l'écran, parce que tu vas dans un sens et tu glisses dans l'autre, rapidement. Donc c'est pas complètement un ghost screen. Mais effectivement, les deux ont leur utilité. Là, il essaie de jouer sur notre subjectivité. Qu'est-ce que tu préfères? Quelqu'un qui glisse l'écran face à un switch ou quelqu'un qui va à 3 points? C'est vrai que les ghost screens, en ce moment, c'est un peu la mode. Et il y a une créativité qui est dingue en ce moment, notamment au KC ou des équipes comme ça. Donc ouais, je suis d'accord. Mais bref, je crois qu'on a fait pas mal, je crois qu'on a tout fait, voilà pour nos questions auditeurs. Et donc, fin de podcast ou pas, FD? Bah, ça fait plus de 2 heures. Je crois qu'on s'était donné un objectif. Bon, allez, on fait le quiz. Tout de même, le quiz pour terminer. Passons au quiz. Tu es 3e à la race. Tu es à 17 points, je crois. Est-ce qu'on peut... il va falloir à un moment changer, faire venir d'autres gens de la rotation. Par contre, tu les invites qu'une seule fois parce que sinon ils vont faire plus de 17. Histoire que je sois pas dernier, quoi. Que je sauve l'honneur. On verra bien. Donc le quiz pour finir, 10 questions d'actu pour 10 points potentiels. Et puis le Zidane à la fin. On verra ça. Question d'actu. On commence. Joel Embiid a inscrit 70 points. Mais en combien de tirs? On va dire à 3 près. Il a pris 28 tirs. Il en a pris 41. Ah oui. Là, au box score, en tout cas. Ça, c'est les tirs tentés. Il est à 24 sur 41. Donc je ne te compte pas la bonne réponse, évidemment. Et surtout, j'ai aussi additionné les tirs, enfin les lancers francs, parce que quand t'as une faute, le tir ne compte pas dans le box score, la tentative de tir, sauf si tu la mets. Mais du coup, j'ai calculé 59 true shot attempt. Voilà. 70 points en 59 true shot attempt, donc on est sur du bon gros volume, quoi, contre les Spurs. On n'en a pas parlé, mais c'était un des matchs marquants de la semaine, en termes de news, en tout cas. Ça, je crois que j'avais préparé la question, mais je crois que tu l'auras. Le nombre de points qu'a inscrit Denver contre les Knicks. Oh, à 2 près, toujours. Ouais. C'est 80 quelque chose. 82. 84. Allez, je te le donne. Bonne réponse. Tu l'as cité tout à l'heure, t'as dit 80 points, ce qui est une anomalie dans la NBA d'aujourd'hui. 80 points, surtout quand t'as Nikola Jokic. Qui en met 31. Exactement. Quel est le pourcentage au tir? Quel a été le pourcentage au tir de Jonathan Kuminga contre Atlanta, FD? Est-ce que t'as suivi ça? Contre Atlanta? Ouais. Kuminga, si tu me poses la question, c'est qu'il a dû en mettre... C'est qu'il doit être à... J'ai envie de dire 100%, mais attends, 100%, et sur combien de tirs alors? Ah, parce qu'il y a 2 questions en une.
En fait, c'était ça ma vraie question. Bon, je sais pas. À deux près. 13. Ça compte, puisqu'il a fait un 11 sur 11 à deux près. Ça passe. Attends, tu m'as dit à 2 points ou à 3 points? À deux près. À deux près. Donc tu m'as dit 13, c'était oui. 11. Oui, d'accord. Donc ça passe. D'accord. Deuxième point pour FD. Qu'est-ce que j'arrive plus à me relire? Oui, non. Qui a mis un buzzer beater contre Houston cette semaine pour envoyer un match en prolongation? C'est Portland qui va en prolongation, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et qui met le tir? Mais alors, qui à l'a 3 mis? points. Bah, ça doit être Anthony Simmons. Non, c'était Jeremy Grant qui met le tir totalement en déséquilibre. Ah ouais. Je crois que je l'ai vu Et passer, puis, ouais. Cinquième question, l'arroseur arrosé. Portland s'est pris un game winner eux-mêmes cette semaine, mais qui a mis un game winner contre les Blazers cette semaine? Alors là, attends, j'essaie de... À l'époque Qu'est-ce qu'ils ont joué déjà? Alors, à l'époque des top 10 NBA tous les matins, tu sais, la routine, j'aurais pu te le dire. C'est plus le cas. Est-ce que c'est Shai? C'est pas Shai, c'était OKC, c'était Jalen Williams. Ah, Eh non. oui. Jalen Williams, donc on en reste Non, à je l'ai à vu 2 sur passer. 5. Ah oui, c'est le mid-range là. Oui, je l'ai vu. Exactement. Je l'ai vu. Exactement, Aïe, aïe, aïe. exactement. Ah, c'est rageant. 2 sur 5 sur les questions d'actu. Et donc on passe à un quiz nouveau. J'en ai marre des basketball références, hein, les surnoms. Ça s'appelle tu inaugures le concept. Qui était ton coach? Ok. Je te donne un joueur, tu vas me dire qui était son coach à l'époque. Ok. Donc par exemple, si je te dis Stephen Curry en 2018, tu vas me dire Steve Kerr. voilà, ça c'est pour du beurre. Ça compte pas. T'es sûr? Okay. Non. Ok. Si je te dis, allez, allons-y. Ouais. Malik Beasley, saison 2022. Qui était ton coach? Oh non, mais attends, mais c'est vrai parce que c'est pour qui joue et alors Malik Beasley en 2022. Oh là là. Tu croyais pas que j'allais te dire quel était le coach de Tatum, quel était le coach de Giannis, Franchement, t'aurais pu parce que Tatum, ça change hein, d'une année. Il en a eu 3 différents là, il y a pas longtemps. C'est vrai. Non, mais Malik Beasley, où est-ce qu'il jouait? 2022, où est-ce qu'il était? Bah, Saison 2022. C'est une excellente question, ça. Attends, Indice, tu donnes ta langue au 4. Ah, c'est gentil, ça. Bah, c'est Chris Finch. Exactement. Minnesota, Chris Finch. Tu l'aurais eu sur l'indice ou pas? Non, absolument pas. J'étais parti à Chicago, là, je t'avoue. Ok, merci. Qui était ton coach? Wesley Matthews 2020. Quinn Snyder? Et non. Non, il est encore au Jazz à cette époque-là. Wesley Matthews était au Milwaukee Bucks de Budenholzer à l'époque, oui, ça j'aurais pu avoir. en 2020. Oui. Qui était ton coach? Malcolm Brogdon 2021. Comment ça s'appelle? Il y a un rapport avec l'actu, forcément. Doc Rivers? Et non, il y a un rapport avec l'actu. Attends. C'était lié à Adrian Griffin. Enfin, c'est perdu, mais j'essaie de te faire deviner avec des indices maintenant. Adrian Griffin, Nick Nurse, et donc Toronto, Nick Nurse, non? Mais moi, je partais sur Boston à la base. Mais t'en as parlé tout à l'heure en plus. Tu l'as dit. T'en as parlé, tu as dit son nom. Machin, Dake Bjorgen. Exactement. Nate Bjorken. Malcolm Brogdon 2021, les Pacers. Pacers, ouais, Nate effectivement. Bjorken. Ok. Eh oui. Oui. Ah, tu me déçois là, Ah, écoute, ça arrive. Qui était ton coach? Zach LaVine, son année rookie en 2015. Est-ce qu'il faut dire feu avant de dire son nom? Tu peux. Ah, oui. Bah alors, c'est horrible. Comment il s'appelle? Son fils, il a repris l'équipe après. Ouais, t'as la réponse quoi. Oui, c'est l'homme dont le fils a repris l'équipe après. Bon, je te l'accorde. C'était Flip Saunders. Flip Saunders, merci. Je te l'accorde. Effectivement. Et tiens, Zach LaVine dans l'actu pour les trades. Andrew Wiggins aussi dans l'actu pour les trades. Steve Kerr. Andrew Wiggins en 2020. Andrew Wiggins 2020. Donc c'est avant le trade, c'est ça le... Saison 2020, Wiggins. Qui était son coach? Le fils Saunders. Exactement. Merci. Tout à fait. Ryan. Donc il s'appelle Ryan Saunders, tout à fait. Sachant qu'il y avait 2 solutions, t'aurais pu me dire Steve Kerr. Ah, tu vois, c'est ce que je te l'avais dit avant même que tu poses la question. T'aurais pu me le donner. Je te compte qu'une bonne réponse sur Wiggins. C'est gentil.
Donc ça te fait mine de rien 1, 2, 3 bonnes réponses sur 5 sur celui-ci. Donc 8 points sur 10. Non, 6. Non, 5 points sur 10. Pardon, excuse-moi. Ouais. 2 sur 5 et 3 sur 5, donc 5 points sur 10. Et puis on termine avec le Zidane. Donc le Zidane, le joueur en 10, pour ça qu'on dit le Zidane. Donc 10 indices pour trouver un joueur. Le plus tôt tu trouves, le mieux c'est. On est parti, premier indice, 2015. Ok. Deuxième indice, Dwayne Wade. Ok. Terry Rozier. Troisième indice, PJ Tucker. Dwayne Wade, PJ Tucker, 2015. PJ Tucker. Kelly Oubre. Pas mal, mais non. Quatrième indice, David Fitzdale. Alors, attends, je me suis pas noté le troisième. Le troisième indice, c'était Tucker, PJ Tucker. PJ Tucker, ouais, c'est ça. Et donc, David Fitzdale. Dwayne Wade, David Fitzdale, PJ Tucker. Est-ce qu'il n'y aurait pas un thème? Mario Ezonia. Non. Cinquième indice, Rajon Rondo. Dwayne Wade, PJ Tucker, David Fitzdale. Il a joué avec Rondo, il a joué avec PJ Tucker, il a joué avec Dwayne Wade, il a été coaché par David Fitzdale. Sixième indice, les Chicago Bulls. Bobby Portis. Exactement, Bobby Portis, tout à fait. C'est excellent ce jeu, j'adore. C'est magnifique. Exactement, tout à fait. C'est Bobby Portis, notre ami Bobby Portis, drafté en 2015, qui a joué avec Dwayne Wade, mais pas à Miami. Il était là le piège. Il a joué à Chicago, tu sais, la fameuse année où Dwayne Wade est à Chicago. Avec Rajon Rondo. Avec Rajon Rondo, bien sûr. Mais alors, le lien avec David Fitzdale, il est où? Eh bien, il a joué aux Knicks. C'est vrai, mais oui. Était aux Knicks. Oui. La super année de Bobby Portis en plus, Scary Eyes. En plus, c'était un cadeau pour toi, hein, celui-ci. PJ Tucker, parce qu'il a joué avec PJ Tucker à Milwaukee, la fameuse année 2021. Ouais. Chicago Bulls, parce que, bah oui, il a joué aux Bulls, hein, forcément. Ouais. L'indice d'après, c'était Jabari Parker. Et oui, il a joué avec Jabari Parker. D'accord. L'indice d'après, c'était Giannis, bien entendu. T'avais pas l'indice Nikola Mirotic? Exactement, voilà, il était là. Au cas où tu trouvais pas, le 9e, c'était Mirotic, et le 10e, c'était Arkansas. Voilà, comme ça, j'étais sûr que tu l'avais. Ouais, je pense qu'à Mirotic, je l'aurais peut-être eu, ouais. Eh ben, écoute, je prends. Ça fait 5 points. Ouais, franchement. 5 points sur ce Zidane. T'as trouvé au bout de 6 indices, donc ça fait 6 points. Donc là, ça me fait quoi? 6 indices, donc 5 points. Ça me fait 27 points, 26 points en tout. Donc ça nous fait du 5 points plus 5 points. On doit être autour des 27, ouais. Si je ne m'étais pas planté, que t'étais bien à 17, ça fait du 27, ouais. Et ils sont où les deux autres zigotos là? Et je crois que Baptiste est à 28, avec un passage en moins, 28. Et Azad est à 33. Mais j'ai vraiment un passage en plus que Baptiste, parce que là, on n'a pas rattrapé le retard. Et on a... t'as raison, peut-être pas. Et je vois les fiches, effectivement. Effectivement. Et on va pouvoir relancer la race. Hein. Finalement, la race est relancée. Bon, voilà pour le quiz, voilà pour le Zidane, et voilà pour cet hebdo. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Et merci beaucoup, FD, d'être passé sur l'hebdo encore une fois. Avec plaisir, merci à toi. Merci, Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et vous voyez que, mine de rien, hein, j'ai bien fait de séparer la partie sur Milwaukee, puisque même en l'enlevant, il nous restait tout de même 2 heures d'hebdo, 2 heures d'émission. Et oui, ça se rallonge de plus en plus. En même temps, c'est pas plus mal, parce que c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de questions d'auditeurs, et je tiens à y répondre à toutes les questions. Vous avez peut-être remarqué que parfois j'en loupe d'une semaine à l'autre, mais je la reprends la semaine suivante. Notamment, c'est quand parfois on est trop à la bourre, ou quand il y a trop de questions, ou quand je les vois pas aussi, parfois ça arrive. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis voilà pour l'hebdo. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour la prochaine fois? Je ne sais pas trop ce qu'on va faire la prochaine fois, mais on se retrouve bientôt. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois, et évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.